Un riche millionnaire proche de la mort demanda à une petite mendiante de se faire passer pour sa fille pendant une journée. Alors que le millionnaire approchait de ses derniers instants, la jeune fille lui révéla un secret qui fit retentir les alarmes de tous les appareils de l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La chambre d'hôpital baignait dans un silence quasi sépulcral, rompu seulement par le son rythmé des machines qui maintenaient Edouard en vie. La luminosité froide des moniteurs peignait des motifs fantomatiques sur les murs blancs, créant une atmosphère de temps suspendu. À 68 ans, cet homme d'affaires prospère dans l'immobilier se retrouvait emprisonné dans son propre corps depuis exactement 47 jours, un état qu'il n'aurait jamais imaginé connaître. Ses cheveux gris, autrefois toujours impeccablement coupés, poussaient désormais en désordre sur l'oreiller de l'hôpital, et sa peau, jadis allée par ses promenades matinales autour de la luxueuse copropriété où il vivait, affichait une pâleur effrayante. Même la ligne définie de sa mâchoire semblait avoir perdu de sa vigueur, affaissée, comme un rappel cruel de son état. Les yeux fermés dans un coma, mais l'esprit en pleine activité, Edouard suivait chaque mouvement autour de lui. Ses sens, désormais plus aiguisés par l'absence de contrôle physique, percevaient jusqu'aux nuances des conversations chuchotées entre les infirmières et les médecins. Il avait entendu en détail chaque diagnostic décourageant communiqué à sa famille, chacun plus fréquent et plus sombre que le précédent. « Mon Dieu, pourquoi ne puis-je pas crier? Pourquoi ne puis-je pas dire que je suis là, conscient, à tout entendre alors qu'ils disent que je suis dans le coma ?» pensait-il sans cesse, avec une angoisse qui semblait lui déchirer l'âme. Les heures s'étiraient dans cette chambre, se transformant en une torture silencieuse et sans fin. Cet après-midi-là, le médecin-chef en neurologie de l'hôpital entra dans la chambre d'un pas lourd qu'Edouard connaissait bien. Le son de ses semelles contre le sol en céramique résonnait, apportant avec lui une gravité presque tangible. Grand, la cinquantaine, avec une expérience qui transparaissait dans chaque ride d'expression, le docteur semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Edouard sentit que ce n'était pas seulement le poids de mauvaises nouvelles, mais aussi celui de décisions que le médecin n'aimerait pas prendre. À ses côtés se tenait Matthew, le fils d'Edouard, âgé de 35 ans, qui avait hérité de ses yeux verts perçants et de la même détermination en affaires. Tenant sa planchette de notes d'une main tremblante, la tension entre le père et le fils, même en silence, était presque palpable. « Docteur, cela fait presque 2 mois. Combien de temps allons-nous maintenir cette situation? Je ne supporte plus de voir mon père dépérir comme ça, jour après jour, » murmura Matthew, la voix étranglée. Edouard sentit un pincement au cœur qui n'avait rien à voir avec son état physique. C'était un tourbillon de douleur, de culpabilité et de désespoir. Il voulait crier à son fils qu'il était toujours là, qu'il n'avait pas abandonné, mais son corps immobile était une prison qui empêchait toute communication. Le médecin resta silencieux quelques secondes, analysant la planchette qu'il tenait. Ses yeux fatigués parcouraient les chiffres et les graphiques avec un sérieux qui fit que Matthew serra encore plus fort la main de son père. Le silence n'était interrompu que par le bip constant du moniteur cardiaque, marquant les battements du cœur d'Edouard comme le passage du temps. Les indicateurs neurologiques n'ont montré aucune amélioration significative ces dernières semaines. En fait, certains schémas suggèrent une détérioration progressive, expliqua le médecin, ajustant ses lunettes d'un geste qui trahissait son malaise. Sa voix était maîtrisée, mais il ne pouvait dissimuler l'ombre de la défaite qu'il portait. Edouard sentit chaque mot comme un coup de poignard. Son esprit hurlait, protestait, mais son corps restait immobile, traître à ses propres désirs. Le crépuscule jetait ses derniers rayons à travers la fenêtre lorsque Matthew prit finalement sa décision. Edouard put sentir la gravité de l'instant à la façon dont son fils lui serra la main, comme pour y chercher de la force ou du pardon. « Docteur, il ne se réveillera plus. Nous débrancherons les appareils demain, » déclara Matthew, avec une fermeté qui masquait à peine son cœur brisé. Edouard, cependant, ne pouvait l'accepter. Son cœur, invisible aux yeux de tous, hurlait de désespoir. « Non, je suis toujours là, ne m'abandonnez pas, pas encore. » L'infirmière qui s'occupait d'Edouard depuis son hospitalisation entra dans la chambre pour le contrôle nocturne des signes vitaux. Ses gestes étaient doux, presque maternels, tandis qu'elle ajustait les tubes et vérifiait les médicaments. « Monsieur Matthew, souhaitez-vous que je vous apporte un café? Vous n'avez rien mangé depuis des heures, » offrit-elle avec sa gentillesse caractéristique. « Non, merci, infirmière. Je dois régler les formalités administratives pour demain, » répondit-il, sa voix se brisant sur le dernier mot. Tout au long de la nuit, tandis que Matthew dormait dans le fauteuil à ses côtés, Edouard mena une bataille interne désespérée. Chaque souvenir, chaque moment non vécu,
chaque mot non dit se transforma en un cri silencieux de protestation contre son destin. « Je ne peux pas partir comme ça. Je dois parler à Matthew de sa sœur, des secrets que j'ai gardés si longtemps. S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi une chance de plus, supplia-t-il dans sa prison silencieuse. Le lendemain matin, le médecin arriva tôt, accompagné de son équipe. Le son de ses pas dans le couloir résonnait comme un présage, une marche inévitable vers la chambre. Leurs expressions étaient sombres, alourdies par la responsabilité de mettre fin à une vie. Le soleil venait à peine de se lever, et une lumière pâle envahissait la pièce à travers les stores à moitié ouverts, illuminant le visage fatigué de Matthew, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ses cernes profonds et sa barbe négligée racontaient l'histoire d'une bataille émotionnelle menée en silence. En entendant les pas, il se leva du fauteuil près du lit de son père, comme s'il faisait face à un jugement final. « Êtes-vous prêt, mon fils ?» demanda le médecin, posant une main réconfortante sur l'épaule de Matthew. Sa voix était basse, mais portait le poids de quelqu'un qui avait prononcé ces mots de nombreuses fois auparavant. Matthew prit une profonde inspiration, hésitant un instant en regardant le visage immobile d'Edward. Je ne sais pas si on peut vraiment être prêt pour quelque chose comme ça, docteur. Mais c'est ce que mon père aurait voulu, n'est-ce pas ? Répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Le silence dans la chambre semblait plus dense que jamais, presque suffocant. L'infirmière entra juste derrière, apportant le chariot de médicaments et vérifiant les moniteurs avec précision. Ses gestes, toujours si soignés, semblaient maintenant encore plus lents, comme si elle voulait retarder l'inévitable. Matthew serra la main de son père une dernière fois, une prise ferme emplie d'amour et de désespoir. « Papa, pardonne-moi. Je veux juste que tu trouves la paix. Merci pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu as sacrifié pour moi. Je ne t'oublierai jamais. Je t'aimerai chaque jour de ma vie, » murmura-t-il, les larmes coulant librement sur son visage. Alors que le médecin commençait la procédure, ajustant les réglages des machines, Edward rassembla chaque once de force qui lui restait. Il pouvait tout entendre, et son esprit fourmillait dans un effort désespéré, sa volonté de vivre dépassant les limites de son corps. Il concentra chaque parcelle d'énergie sur un seul objectif, bouger. D'abord, un léger picotement parcourut ses doigts, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. « S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi montrer que je suis encore là », plaida-t-il intérieurement. Puis, cela se produisit. Un mouvement presque imperceptible de ses doigts suffit à briser la tension dans la pièce. L'infirmière fut la première à le remarquer, laissant échapper un petit hoquet de surprise qui attira l'attention de tous. « Attendez, il a bougé son doigt !» s'exclama-t-elle, se penchant sur le lit pour confirmer. Tous les regards se tournèrent vers Edward, et l'impossible continua de se dérouler sous leurs yeux. Lentement, ses yeux commencèrent à s'ouvrir, clignant face à la lumière qui semblait éblouir ses sens affaiblis. « Papa! Papa, tu m'entends? Tu es vraiment là ?» Matthew pouvait à peine contenir son émotion. Il saisit la main d'Edward, qui serra maintenant la sienne en retour, un geste faible mais lourd de sens. Les larmes coulaient librement sur le visage du fils, un soulagement indescriptible mêlé d'incrédulité. Le médecin, qui s'était figé un instant, retrouva rapidement son sang-froid professionnel. « C'est un miracle. Nous devons faire des tests immédiatement. Infirmière, préparez la salle de scanner, » ordonna-t-il, sa voix remplie d'urgence et d'un enthousiasme contenu. « Mon fils » marmonna Edward, sa voix rauque par manque d'usage mais pleine d'un amour que les mots ordinaires ne pourraient jamais exprimer. Ce simple mot sembla être un baume pour l'âme de Matthew, qui pleurait ouvertement en tenant la main de son père. « Papa, pardonne-moi d'avoir failli t'abandonner. J'étais si perdu, si désespéré. » sanglota-t-il, incapable de terminer sa phrase. Edward regarda son fils, ses yeux transmettant un message de compréhension et de pardon qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. Cependant, la joie dans la pièce fut brusquement interrompue. Une douleur fulgurante traversa la tête d'Edward comme un éclair, et son visage se tordit d'agonie. Les moniteurs se mirent à biper frénétiquement, et l'ambiance de célébration se mua instantanément en inquiétude. « Il souffre beaucoup, il faut agir vite », s'exclama l'infirmière, ajustant déjà les machines et administrant des analgésiques selon les instructions du médecin. Le médecin fronça les sourcils, son expression de jubilation remplacée par une intense préoccupation professionnelle. « Il nous faut un scanner en urgence. Quelque chose ne va pas. Matthew, je vais vous demander d'attendre ici pendant que nous nous occupons de ça, » dit-il rapidement, partant avec l'équipe en poussant le lit d'Edward dans le couloir.
Les minutes qui suivirent parurent une éternité pour Matthew, qui resta assis dans le fauteuil de la chambre, regardant l'espace vide où son père se trouvait quelques instants auparavant. Il sentait encore la chaleur de la main d'Édouard sur ses doigts, un rappel tangible que, même pour un court instant, il était revenu. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le reprends pas maintenant. J'ai besoin de lui. Nous avons encore tant de choses à régler, » murmura-t-il pour lui-même, les yeux fixés au sol. Des heures plus tard, le médecin revint dans la chambre, son visage révélant la gravité des résultats. Matthew se leva immédiatement, l'anxiété débordant dans ses gestes. « Que s'est-il passé, docteur ? Mon père va bien ? » demanda-t-il, la voix chargée d'urgence. Le médecin soupira profondément avant de répondre, son expression maintenant chargée de tristesse. C'est un véritable miracle qu'il se soit réveillé, mais le scanner a révélé que l'anévrisme principal a considérablement grossi. De plus, nous en avons trouvé d'autres, plus petits, qui se forment dans différentes zones du cerveau. Toute intervention chirurgicale serait fatale. Il lui reste, au plus, 1 mois. Ça, c'est si l'anévrisme ne se rompt pas avant, expliqua-t-il d'une voix qui peinait à cacher sa tristesse. Maintenant assis dans son lit d'hôpital, Édouard regardait la ville par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher de nouveau, peignant le ciel de nuances orangées et roses qu'il n'avait jamais vraiment appréciées auparavant. Ses pensées vagabondaient entre les souvenirs du passé et les possibilités de l'avenir, un avenir qu'il savait désormais radicalement court. « S'il ne me reste qu'1 mois à vivre, je dois l'utiliser à bon escient, » réfléchit-il, tandis que les ombres du crépuscule dansaient sur son visage fatigué. 3 jours après avoir reçu la nouvelle qui allait changer sa vie, Édouard quitta l'hôpital contre toutes les recommandations médicales. Le millionnaire refusait de passer ses derniers jours entre des murs blancs et une odeur de médicaments. Il savait que le temps était compté, mais plus encore, il savait que la vie avait besoin de sens, et il ne le trouverait pas piégé dans un lit. Dans sa chambre du manoir, il ajusta sa cravate de soie grise devant le miroir ancien, le même qui avait été témoin de tant de matins de succès tout au long de sa vie. Chaque pli du tissu était soigneusement ajusté, ses mains désormais tremblantes trahissant l'effort que lui coûtait cette simple tâche. « Matthew va me tuer quand il saura que je suis sorti seul. Mais je dois le faire. Je dois y retourner une dernière fois. Je dois sentir à nouveau ce parfum, » murmura-t-il à son reflet, qui lui renvoya un regard déterminé mais fatigué. Ses gardes du corps observaient discrètement chacun de ses mouvements, attentifs aux moindres signes de faiblesse. Suivant les instructions strictes de Matthew, il maintenait une distance respectueuse, mais toujours assez proche pour intervenir si nécessaire. La voiture noire glissa doucement dans les rues du centre-ville, ses roues murmurant contre l'asphalte alors que la ville s'éveillait lentement. Des années ont passé, et cet endroit a toujours le pouvoir de me faire sentir comme un enfant. Comment un simple gâteau peut-il contenir autant de souvenirs ? Pensa-t-il en essuyant une larme tenace qui menaçait de tomber. La façade de la pâtisserie était restée pratiquement inchangée, avec ses fenêtres cintrées et sa peinture jaune délavée qui s'écaillait légèrement au coin, exactement comme dans ses souvenirs. La sonnette tinta quand Édouard poussa la porte vitrée, s'appuyant lourdement sur sa canne. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de sa détermination. L'arôme de chocolat chaud et de pâte feuilletée l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse d'un vieil ami, comblant le vide de tant de décennies d'absence. Ah, comme j'amenais les enfants ici tous les dimanches après la messe. Catherine suppliait toujours pour un gâteau de plus, tandis que Matthew calculait méthodiquement son argent, se souvint-il, sentant le poids de ses souvenirs peser sur ses épaules. Les vitrines à miroir reflétaient son visage vieilli, mais ses yeux voyaient au-delà du présent. Il voyait Catherine enfant, avec ses rubans dans les cheveux, le nez collé contre la vitre, enchanté par les douceurs colorées. Il voyait Matthew adolescent, toujours sérieux même dans sa jeunesse, organisant les pièces qu'il avait économisées pendant la semaine. Le son des rires d'enfants résonnait dans sa mémoire, se mêlant au murmure actuel de la pâtisserie. Il pouvait presque entendre la voix aiguë de Catherine implorant une autre bombe au chocolat, tandis que Matthew grommelait que c'était un gaspillage d'argent. « Ma petite Catherine, comme ton père te manque. Bientôt, nous nous retrouverons, ma chère fille, » murmura-t-il au reflet dans la vitre, qui ne lui renvoya que son regard fatigué. Édouard s'approcha du comptoir ancien. La vendeuse, une dame aux cheveux gris et au sourire aimable, attendit patiemment sa commande, ses yeux brillant d'une empathie silencieuse. Ses yeux parcoururent la vitrine, s'attardant sur le plateau de bombes au chocolat, élégamment disposés sur des napperons en papier dentelle. C'était son préféré. Catherine disait toujours que les bombes au chocolat d'ici avaient le goût du bonheur, murmura-t-il pour lui-même en désignant le gâteau.
La vendeuse sourit, emballant soigneusement la commande comme si elle comprenait l'importance de ce moment pour lui. D'un pas lent et mesuré, Édouard se dirigea vers le banc en bois à l'extérieur de la pâtisserie. Le soleil du matin lui réchauffait le visage et il ferma les yeux un instant, se laissant envelopper par le sentiment de paix que cet endroit lui apportait. La bombe au chocolat reposait dans ses mains, parfaitement emballée dans du papier de soie, comme elle l'avait toujours été. L'arôme sucré et réconfortant ramenait un flot de souvenirs, mais aussi le poids des secrets qu'il avait gardés si longtemps. Certains plaisirs de la vie doivent être savourés une dernière fois, n'est-ce pas, ma fille ? Dit-il doucement, le cœur lourd du manque de sa fille. De l'autre côté de la rue, une petite mendiante observait le va-et-vient dans la pâtisserie, ses yeux affamés fixés sur chaque personne qui sortait en portant des paquets odorants. Ses cheveux sombres et ébouriffés tombaient sur son visage fin, et ses vêtements usés trahissaient des jours, peut-être des semaines, de privation. Son estomac gargouillait sans pitié, lui rappelant les 72 dernières heures sans repas décent. Pourquoi peuvent-ils avoir tant alors que je n'ai rien ? Quelqu'un a-t-il déjà ressenti une telle faim ? J'aimerais pouvoir manger un gâteau, ça doit être délicieux, pensa-t-elle, ses ongles sales s'enfonçant dans ses paumes pour tenter de contenir son désespoir grandissant. Les gardes du corps maintenaient une distance stratégique, mais leurs yeux vigilants ne quittaient jamais leur patron, assis sur la terrasse de la pâtisserie. L'un des gardes du corps remarquait chaque mouvement dans la rue, chaque personne qui s'approchait de trop près. L'autre gardait la main près de son étui, entraîné à réagir au moindre signe de menace. Monsieur Matthew nous renverra si quelque chose arrive à son père. Nous devons être encore plus vigilants maintenant, murmura l'un d'eux, conscient de la fragilité actuelle de son employeur. La douce brise matinale transporta l'arôme des gâteaux jusqu'à la jeune fille, torturant ses sens déjà aiguisés par la faim. Ses yeux d'enfant se fixèrent sur la bombe au chocolat dans les mains du vieil homme qui semblait perdu dans ses pensées. Le gâteau délicatement emballé paraissait délicieux de son point de vue d'enfant. Ce monsieur est riche, je le vois à ses vêtements chers. Il ne remarquera probablement même pas la perte d'un gâteau. Il doit en avoir des centaines, pensa-t-elle, observant le gâteau comme s'il l'appelait. Le moment de la décision vint comme un éclair. Sans réfléchir une seconde, poussée par le désespoir et la faim qui obscurcissaient sa raison, la jeune fille traversa la rue en courant. Ses pieds nus et calleux, durcis par d'innombrables évasions précédentes, ne firent presque aucun bruit contre l'asphalte. D'un mouvement rapide et précis, ses petites mains agiles s'emparèrent du gâteau des mains d'Édouard, qui eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. « Je suis désolé, monsieur, mais ça a l'air délicieux », cria-t-elle, courant déjà dans la rue avec un sourire innocent et malicieux sur son visage d'enfant. L'un des gardes du corps réagit instantanément, des années d'entraînement guidant ses mouvements. Le pistolet était déjà dans sa main, pointé en direction de la petite voleuse en fuite. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, la voix d'Édouard trancha l'air comme un fouet. « Non. Baissez cette arme. » Quelque chose dans le regard amusé de cette fille avait profondément troublé le vieil homme d'affaires, réveillant des souvenirs qu'il s'était efforcé de garder enfouis pendant des décennies. Les poumons de Sophia brûlaient alors qu'elle courait dans les rues du centre-ville, serrant la bombe au chocolat contre sa poitrine comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Chaque respiration était un effort douloureux, et le son de ses pieds nus frappant le sol résonnait entre les hauts immeubles gris. Les ruelles et les raccourcis du labyrinthe urbain qu'elle connaissait si bien semblaient maintenant s'étirer, conspirant pour qu'elle n'atteigne jamais un lieu sûr. Les pavés froids sous ses pieds étaient couverts de boue, et chaque pas risquait de la faire glisser, mais elle continuait. C'était comme si le désespoir lui donnait des forces. Encore un peu plus loin, juste un peu plus loin et je m'arrêterai. Mon Dieu, je n'ai jamais volé auparavant, mais cette fois, je n'ai pas pu résister. Ce petit gâteau a l'air merveilleux. Pourquoi a-t-il fallu que je choisisse ce monsieur au regard si triste ? Pensa-t-elle, tandis que des larmes chaudes et tenaces brouillaient sa vision déjà floue. Chaque fois qu'elle se souvenait du regard de cet homme, une oppression insupportable lui serrait la poitrine. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui implorait la pitié, comme s'il portait lui aussi sa propre douleur. Et pourtant, même en sachant cela, elle ne pouvait l'empêcher. Son estomac ressemblait à un puits sans fond, une douleur qui criait plus fort que toute compassion à ce moment-là. S'il y avait seulement un autre moyen, si seulement j'avais quelqu'un dans ce monde. Ses pensées angoissées et répétitives résonnaient dans son esprit alors que ses jambes tremblaient sous l'effort pour continuer à bouger. Tournant brusquement dans une ruelle étroite entre deux vieux bâtiments, Sophia ralentit enfin son rythme. Son corps tout entier tremblait à cause de l'adrénaline et de l'effort de la fuite. L'endroit était humide et sombre, même à cette heure matinale, avec des murs écaillés couverts de graffitis délavés.
L'odeur des ordures et de la moisissure imprégnait l'air, mais Sophia n'avait pas la force de s'en soucier. Tout semblait calme là, à l'exception des échos lointains de la ville et du son irrégulier de sa respiration haletante. Ses mains serraient le gâteau avec une telle force que ses jointures étaient blanches, et l'emballage commençait à se froisser. Juste un peu plus, juste jusqu'à ce que mon cœur arrête de battre si fort. Alors je pourrai goûter cette friandise qui doit être la plus délicieuse du monde, se chuchota-t-elle, sentant l'arôme sucré faire danser son estomac d'anticipation. Appuyée contre le mur froid, elle essayait de reprendre son souffle. Chaque muscle de son corps protestait, ses côtes maigres se soulevant et s'abaissant à un rythme irrégulier, comme si l'air ne suffisait pas à apaiser le feu dans ses poumons. Elle regarda le paquet dans ses mains. Pendant un bref instant, un sourire presque imperceptible traversa ses lèvres. Ce gâteau n'était pas seulement de la nourriture, c'était un symbole d'espoir. C'était la promesse qu'au moins pour un instant, son monde serait celui d'une enfant normale mangeant quelque chose d'enfantin. C'est alors qu'un mouvement subtil attira son attention. Blotti contre le mur opposé, partiellement caché derrière des boîtes en carton trempées par la pluie de la veille, se trouvait un garçon. Il ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, mais ses yeux portaient le poids d'une vie de souffrance. Ses vêtements, plusieurs tailles trop grandes pour son corps squelettique, pendaient comme des haillons sur ses épaules osseuses. Il ne dit pas un mot, mais le regard qu'il jeta sur le paquet dans les mains de Sophia suffit à briser le silence entre eux. C'était un regard de faim, mais aussi de peur et de résignation. Comment peut-il y avoir tant d'injustice dans le monde? Ce garçon est encore plus jeune que moi. Il doit mourir de faim, lui aussi, pensa-t-elle, sentant le poids du gâteau augmenter dans ses mains. Le garçon restait immobile, comme si tout mouvement pouvait faire disparaître ce moment. Sa respiration était basse mais perceptible, presque comme un gémissement constant. Sophia pouvait voir les côtes saillantes sous sa chemise sale et ample. Son estomac se noua de nouveau, lui rappelant sa propre douleur, mais quelque chose dans le regard du garçon l'empêcha de céder à la faim. C'était comme si l'enfant lui-même mettait son humanité au défi, sans dire un seul mot. Elle essaya de détourner le regard, mais ne le put. Chaque seconde qui passait semblait aggraver la bataille interne qu'elle menait contre elle-même. Il est si petit. Depuis combien de temps n'a-t-il rien mangé d'autre que des restes? Marmonna-t-elle pour elle-même, sentant des larmes chaudes couler sur ses joues sales. Sophia savait qu'il n'était pas facile de survivre dans la rue, mais le voir là, si sans défense, raviva en elle le désir de faire quelque chose de bien. Avec un profond soupir qui semblait venir du plus profond de son âme, Sophia prit sa décision. Ses jambes tremblaient encore alors qu'elle faisait un pas hésitant vers le garçon. Il sursauta, se recroquevillant encore plus contre le mur, essayant de se cacher derrière les boîtes. « Calme-toi, je ne te veux aucun mal », dit-elle, essayant de paraître aussi douce que possible, mais sa voix vacilla, tremblante comme son corps. C'était difficile de sourire, mais elle essaya, forçant un petit sourire accueillant bien que ses lèvres gerçaient protestent contre le mouvement. « Parfois, nous devons partager même quand nous n'avons rien », pensa-t-elle, tendant le gâteau vers le petit. Pendant un moment, le garçon hésita, ses yeux allant du paquet au visage de Sophia et de nouveau au paquet. C'était comme s'il ne croyait pas que quelque chose d'aussi précieux pouvait lui être offert. Mais alors, lentement, ses minuscules mains sales et tremblantes se tendirent vers le paquet. Le gâteau était encore intact, mais il semblait plus précieux que n'importe quel trésor à ce moment-là. Les yeux du garçon se remplirent de larmes d'émotion. La transformation sur le visage du garçon fut instantanée. Ses yeux, auparavant ternes de peur et de faim, brillèrent d'une joie si pure, une émotion qui fit presque oublier à Sophia sa propre faim. Son sourire ramena une étincelle de joie dans le cœur de Sophia. « Merci », murmura le garçon, presque inaudible, en serrant le paquet comme s'il s'agissait de son plus grand trésor. Il ne dit rien d'autre, mais son regard de gratitude et de soulagement disait tout. Au moins aujourd'hui, il s'endormira sans avoir mal au ventre. Au moins aujourd'hui, il se sentira comme un enfant normal, chuchota Sophia, ressentant une paix étrange malgré la faim qui la consumait encore. Mais la paix ne dura qu'un instant. Le son strident des sirènes déchira l'air comme un rasoir, se répercutant sur les murs de la ruelle. Le sourire du garçon disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par une expression de pure terreur. Des lumières rouges et bleues commencèrent à danser sur les murs sombres, transformant la ruelle en une scène fantomatique. Sophia sentit son cœur se glacer en entendant les pas lourds s'approcher des deux extrémités de la ruelle. Les bottes des policiers et des gardes de sécurité résonnaient contre l'asphalte humide, encerclant toutes les issues possibles. Le garçon, paralysé par la peur, serra le gâteau contre sa poitrine avec une telle force que ses jointures étaient blanches.
Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, sale alors que tout son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Le son des radios de la police et des voix autoritaires se rapprochait de plus en plus, transformant le refuge temporaire en un piège. Les gardes de sécurité furent les premiers à atteindre la ruelle, leurs silhouettes sombres bloquant le peu de lumière qui entrait. L'un d'eux pointa un doigt accusateur vers le garçon, sa voix chargée de colère résonnant sur les murs. « Là! Le gâteau qu'ils ont volé est là !» cria-t-il, faisant se recroqueviller encore plus le petit garçon, sanglotant de manière incontrôlable. Le gâteau, toujours intact dans ses mains tremblantes, semblait maintenant plus une sentence de condamnation qu'un cadeau. Sans une seconde de réflexion, Sophia se plaça entre le garçon et les hommes qui avançaient, écartant les bras comme une barrière humaine. Sa voix, habituellement timide et réservée, sortit forte et claire, surprenant même elle-même. « Non, c'était moi. J'ai volé le gâteau. Il n'a rien à voir avec ça !» cria-t-elle, sentant tout son corps trembler mais restant ferme dans sa position. Les officiers hésitèrent un instant, surpris par cette confession inattendue. « Vous pouvez m'emmener. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, mais laissez-le tranquille. » ajouta-t-elle, la voix étranglée mais déterminée. Les officiers recommencèrent à avancer, leurs pas lourds résonnant comme un présage de malheur. La ruelle semblait se rétrécir, les murs se refermant sur eux comme un piège inéluctable. C'est alors qu'un nouveau son déchira l'air, le doux ronronnement d'un moteur importé. L'imposante voiture noire s'arrêta à l'entrée de la ruelle, sa présence provoquant une pause momentanée dans l'action. La portière s'ouvrit avec un léger clic et Édouard sortit avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. « Attendez. Je ne veux pas porter plainte. » Sa voix, bien que faible, portait l'autorité de celui qui a l'habitude d'être obéi. « Ce ne sont que des enfants. » Le petit garçon, serrant toujours le gâteau contre sa poitrine avec une force presque désespérée, profita de la distraction causée par l'arrivée d'Édouard et s'échappa par un passage étroit entre les bâtiments. Ses mouvements étaient rapides et précis, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Il disparut dans l'obscurité de la ruelle avec l'agilité d'un chat de gouttière. Même dans sa fragilité, ses pas légers ne firent presque aucun bruit sur le sol humide. Il ne laissa derrière lui que le faible écho de sa fuite et l'odeur sucrée du chocolat, maintenant mêlée à l'odeur des ordures humides qui imprégnaient l'endroit. Sophia resta immobile, figée à l'endroit même où elle se trouvait quelques secondes auparavant. Ses bras étaient toujours ouverts, comme un bouclier pour un enfant qui n'était plus là. Son corps, rigide et tendu, commença à se détendre alors que le soulagement inondait son esprit las. Pendant un bref instant, sa respiration accélérée et saccadée ralentit, et elle sentit un poids s'enlever de ses épaules. Le garçon était en sécurité. Cette pensée apporta une petite étincelle de réconfort au milieu du chaos. Au moins, il pourra manger le gâteau en paix, pensa-t-elle, et ses lèvres gercées formèrent un petit sourire involontaire, un sourire qui semblait étrangement déplacé dans la situation. Mais le soulagement fit rapidement place à une nouvelle vague de peur. Elle était seule maintenant, face aux policiers et aux gardes de sécurité, et Édouard, l'homme dont elle avait volé le dessert, était le seul à pouvoir décider de son sort. Ses yeux se levèrent lentement, rencontrant la figure imposante du vieil homme d'affaires. Il avait fait quelques pas en avant, et chacun de ses mouvements semblait porter le poids du temps et des choix. Le visage d'Édouard, marqué par de profondes rides, reflétait plus que l'âge, c'était une carte d'histoire non racontée, de pertes non résolues et de sentiments qu'il semblait porter comme une seconde peau. Édouard s'approcha lentement, ses pas prudents résonnant dans la ruelle maintenant silencieuse, interrompus seulement par le son lointain de la pluie qui commençait à tambouriner sur les toits de zinc au-dessus. Son expression était une énigme. Il n'y avait pas de colère dans son regard, comme Sophia l'avait craint, mais quelque chose de plus subtil, quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. C'était presque comme s'il était perdu dans un autre temps, dans d'autres souvenirs. Quand il s'arrêta enfin à quelques mètres d'elle, il congédia les officiers et les gardes de sécurité d'un geste calme mais ferme. Ils hésitèrent, échangeant des regards confus avant de battre en retraite et de s'éloigner, laissant la ruelle aux deux seuls protagonistes. Pourquoi n'est-il pas en colère ? Pourquoi a-t-il renvoyé tout le monde ? S'interrogea Sophia, son corps toujours tendu, ses muscles prêts à fuir au moindre signe de danger. « Oh, tu dois avoir très faim, ma petite, » dit Édouard, sa voix douce brisant le lourd silence. Les mots étaient simples, mais chargés d'une préoccupation sincère que Sophia ne savait comment interpréter. Son estomac répondit avant même qu'elle puisse penser à une réponse, un fort gargouillement résonnant dans la ruelle vide. Le son fit sourire Édouard, un petit sourire presque imperceptible qui sembla illuminer son visage fatigué pendant un bref instant. Il fit un pas en avant, s'appuyant sur sa canne,
et fit un geste vers la rue principale. Ses yeux, si chargés de tristesse, rencontrèrent les siens avec une douceur surprenante. « Et si nous retournions à la pâtisserie? Tu pourras choisir autant de gâteaux que tu veux. Je m'appelle Édouard. Tu peux me faire confiance, » offrit-il, sa voix sortant avec une douceur à laquelle même lui ne s'attendait pas. Sophia hésita, ses pieds nus se déplaçant nerveusement sur le sol humide. Ses yeux allaient d'Édouard à la sortie de la ruelle et vice-versa. Chaque fibre de son être lui criait de courir. Des années de vie dans la rue lui avaient appris à se méfier de toute gentillesse, surtout de la part d'étrangers qui semblaient détenir tant de pouvoir. Mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Peut-être était-ce la tristesse dans ses yeux, une tristesse qu'elle connaissait si bien. Ou peut-être était-ce simplement la faim qui parlait plus fort, obscurcissant son jugement. Ses petites mains nerveuses jouaient avec l'ourlet effiloché de sa chemise alors qu'elle pesait ses options. Il a l'air triste, comme moi. Et si c'était vrai? Et si je pouvais vraiment manger tous les gâteaux dont j'ai toujours rêvé? Pensa-t-elle, s'autorisant un bref instant à y croire. D'un timide hochement de tête, Sophia accepta finalement l'invitation. « D'accord. Je m'appelle Sophia, » répondit-elle, mais ses jambes, auparavant prêtes à fuir, commencèrent à se déplacer lentement aux côtés d'Édouard. Le chemin du retour vers la pâtisserie se fit en silence. Édouard congédia la police et les gardes de sécurité confus, qui les suivirent du regard sans comprendre ce que le millionnaire était en train de faire. Sophia gardait une distance de sécurité, ses yeux vigilants sur chaque mouvement de l'homme. Édouard, de son côté, ajusta ses pas pour correspondre au rythme hésitant de la jeune fille, sa canne tapant le sol avec un son rythmé. Le ciel au-dessus d'eux était maintenant couvert de nuages lourds, promettant un orage imminent. Chaque pas semblait une éternité, mais quand ils atteignirent enfin la pâtisserie, l'arôme doux et accueillant qui s'échappait par la porte ouverte enveloppa Sophia comme une étreinte, faisant à nouveau gargouiller son estomac. En entrant, les yeux de Sophia s'écarquillèrent à la vue de la vitrine remplie de gâteaux colorés, chacun plus alléchant que le précédent. Elle colla de nouveau son nez contre la vitre, ses yeux brillant de fascination alors qu'elle essayait d'absorber chaque détail. Ses mains laissèrent des marques sales sur la vitre propre, et la dame de la pâtisserie, avec un regard désapprobateur, commença à s'approcher, mais Édouard, d'un geste subtil, lui indiqua que tout allait bien. Il observait la fille avec une expression qui mêlait fascination et douleur, comme s'il voyait quelqu'un qu'il connaissait très bien. « Tu peux choisir tout ce que tu veux, ma petite. Aujourd'hui, ce sera ta journée spéciale, » dit-il, la voix étranglée par une émotion qu'il ne pouvait expliquer. Peu de temps après, la table près de la fenêtre était remplie de gâteaux de toutes sortes, bombes au chocolat, tartelettes aux fraises, caramel et bien plus encore. Sophia, d'abord timide, céda bientôt à la faim qui la consumait. Chaque bouchée était savourée avec une révérence qui fit sourire Édouard. Il la regardait en silence, enchanté par sa ressemblance avec sa fille. « C'est comme remonter le temps, comme si Dieu m'avait donné une dernière chance de voir ma petite Catherine, » pensa-t-il, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait sa canne. « Tu me rappelles tellement ma fille. J'ai 2 enfants, Matthew et Catherine. Mais ma fille, elle est partie, » dit Édouard, brisant le silence, sa voix basse mais pleine de sentiments. « Elle aurait fait quelque chose comme ce que tu as fait, tu sais. Voler un gâteau juste par espièglerie. C'était tout à fait son genre de faire une chose pareille. » Sophia cessa de mâcher, le regardant avec curiosité, ses yeux pleins de questions qu'elle n'osait pas poser. « C'est comme ça qu'elle s'essuyait la bouche aussi, maladroitement, » murmura Édouard, plus pour lui-même que pour elle, en la regardant s'essuyer les lèvres avec le dos de la main. Quand les derniers gâteaux furent dévorés, Sophia, maintenant détendue, jouait avec les serviettes, les pliant maladroitement. Édouard, perdu dans ses pensées, continuait de la regarder. La pluie à l'extérieur s'intensifia, les gouttes frappant la vitre dans un rythme régulier. Sophia se leva enfin, lissant sa robe en lambeaux avec des gestes nerveux. « Merci pour les gâteaux, monsieur. Je suis désolé d'avoir volé avant. Je n'ai pas pu résister. Pardonnez-moi, » balbutia-t-elle, ses mots presque noyés par le bruit de la pluie. Édouard la regarda partir, courbée contre le froid et la pluie, sans aucune protection contre les gouttes impitoyables qui tombaient sur elle, la trempant en quelques secondes et la faisant frissonner. Quelque chose en Édouard s'agita, et il prit une décision avant même de la comprendre pleinement. Il se leva rapidement, ignorant la douleur qui lui traversait le corps, et l'appela. « Attends. Veux-tu faire semblant d'être ma fille pour une journée? Juste une journée, pour me tenir compagnie ?» dit-il, le manque de sa fille implicite dans chaque mot. « Je voulais juste un moyen d'apaiser mon manque de Catherine avant de partir. »
Cette petite fille me rappelle tellement ma défunte fille, pensa-t-il. Sophia fixa Édouard pendant quelques instants, son esprit essayant de traiter les mots qu'il venait de prononcer. La pluie froide continuait de couler sur son visage, se mêlant aux larmes qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle versait. Pendant un moment, tout autour d'elle sembla disparaître, ne laissant qu'elle et cette proposition surréaliste. L'idée sonnait comme un rêve à ses oreilles, une journée entière à faire semblant d'avoir une famille, une journée entière à être traitée comme une fille normale, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Ses doigts se resserrèrent instinctivement sur le petit médaillon caché sous sa chemise trempée, le seul vestige tangible d'un passé dont elle se souvenait à peine. C'était tout ce qu'elle avait de sa mère, un souvenir qu'elle portait avec elle comme une amulette contre le vide de la solitude. « Oui, monsieur. J'aimerais beaucoup être votre fille, ne serait-ce que pour une journée. C'est mon rêve d'avoir une famille », cria la fille en retour, sa voix tremblante autant que son corps froid et humide. Sophia hocha la tête, presque sans s'en rendre compte. Juste un jour être la fille de quelqu'un à nouveau, se chuchota-t-elle, les mots sonnant comme une prière. Hésitante, elle fit les premiers pas vers la luxueuse voiture qui attendait au bord du trottoir. Le son de ses pieds nus contre le sol humide résonnait doucement, chaque mouvement chargé d'incertitude et d'un étrange espoir. En s'approchant du véhicule, elle jeta un dernier regard à la rue derrière elle, comme pour s'assurer que ce n'était pas un piège. Édouard la regarda monter avec un air triste, souhaitant pouvoir faire plus pour la jeune fille. « Je ne peux pas offrir plus d'une journée à cette fille, pas quand je ne sais pas si je serai encore en vie demain. Si je le pouvais, je m'occuperais de cette fille. Ses yeux sont même similaires à ceux de ma Catherine, pensa-t-il, les yeux remplis de larmes. Quand la portière de la voiture fut ouverte par un chauffeur en uniforme, Sophia hésita de nouveau. L'intérieur semblait appartenir à un autre monde, des sièges en cuir souple, l'odeur d'une voiture neuve, un chauffage qui commença bientôt à dissiper le froid qui enveloppait son corps. Édouard monta juste derrière elle et elle se blottit sur la banquette arrière, essayant de prendre le moins de place possible. Elle était consciente de ses vêtements mouillés, qui tacheraient la sellerie immaculée, et de la saleté sur ses mains, qui semblaient déplacées dans un environnement si raffiné. Ses yeux curieux scrutaient chaque détail de la voiture, des boutons du tableau de bord aux petits porte-gobelets brillants sur les côtés. C'est comme dans les contes de fées. Mais demain, quand le charme sera rompu, je redeviendrai juste moi-même, pensa-t-elle, un mélange de joie et de mélancolie se battant dans son cœur. Le silence dans la voiture était presque oppressant. Édouard semblait plongé dans ses propres pensées, tandis que Sophia jouait nerveusement avec le médaillon autour de son cou. L'objet était une sorte d'encre pour elle, ses doigts fins traçaient à plusieurs reprises le contour usé du métal tandis que son esprit tournait en rond, alternant entre l'excitation et la peur de ce qui allait arriver. Alors que la voiture passait les portes en fer forgé ornées, la vue du manoir Vallée coupa le souffle à Sophia. L'imposante structure ressemblait à un château tiré d'une histoire fantastique, ses anciens murs de pierre s'élevant majestueusement contre le ciel gris. La pluie qui tombait donnait un léger éclat aux immenses jardins qui s'étendaient tout autour, un tapis vert qui semblait sans fin. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent à la vue des hautes fenêtres, des colonnes sculptées et du grand escalier de marbre menant à l'entrée principale. Ses petites mains se pressèrent contre la vitre de la voiture, laissant des marques qui embuèrent la vue sur le monde de richesse qui se déployait devant elle. Alors, c'est comme ça que vivent les vrais gens ? Avec des maisons qui ressemblent à des châteaux et des jardins qui ne finissent jamais, murmura-t-elle pour elle-même, se sentant plus petite que jamais. Pas tout le monde, mais certains, oui, répondit Édouard, esquissant un léger sourire en voyant l'excitation de l'enfant. La voiture s'arrêta doucement devant l'entrée principale, et Édouard sortit le premier, lui tendant la main pour l'aider. Sophia hésita avant d'accepter le geste, ses pieds nus trouvant le sol en pierre froide avec précaution. Le vent glacial l'enveloppa, mais elle suivit les pas d'Édouard, ses mouvements timides résonnant sur le sol en marbre du hall d'entrée. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, projetant une lumière dorée qui se reflétait sur les meubles anciens et les œuvres d'art qui ornaient les murs. La jeune fille tourna lentement les yeux, essayant d'absorber chaque détail de cet environnement qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Le contraste entre ses pieds sales et le sol impeccablement poli lui serra la poitrine. « Je dois tout salir. Ce n'était peut-être pas une bonne idée, pensa-t-elle en se mordant la lèvre inférieure dans un geste nerveux. Un mouvement brusque fit que le pendentif que Sophia portait autour de son cou se détacha, tombant avec un cliquetis métallique sur le sol en marbre. Le petit objet doré glissa de quelques centimètres avant de s'arrêter au pied d'Édouard. Sophia, effrayée, se pencha immédiatement, le cœur battant, mais il fut plus rapide.
Avec difficulté, l'homme d'affaires se pencha en avant et ramassa le pendentif, ses doigts tremblants touchant la surface usée. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il ouvrit le petit fermoir d'un léger clic. « Non, s'il vous plaît. C'est la seule chose que j'ai. » s'exclama Sophia, sa voix sortant comme un murmure angoissé. Elle essaya de prendre le pendentif, mais se figea en voyant la réaction d'Édouard. Lorsque le pendentif s'ouvrit, il révéla une vieille photographie jaunie. Le visage souriant d'une jeune femme le regarda, et son sang se glaça. Pendant un instant, il ne put plus respirer, son regard passant de la photo pour voir sa fille sur l'image. La jeune fille portait un collier avec la photo de sa Catherine. Elle a dû le trouver quelque part dans la rue, mais Édouard sentit le choc parcourir son corps. « Où as-tu trouvé ça? Pourquoi as-tu une photo de ma ?» commença à demander Édouard, la voix tremblante, mais la phrase fut coupée par le son de pas furieux résonnant dans le hall. Matthew, le fils d'Édouard, apparut en haut de l'escalier, son expression un mélange d'incrédulité et de colère. Ses yeux tombèrent immédiatement sur Sophia, la scrutant de ses pieds nus à ses cheveux ébouriffés. Il resta immobile un instant, comme s'il essayait de donner un sens à la scène qui se déroulait en bas. Puis, descendant rapidement les marches, il explosa en cris qui fendirent l'air comme une lame. « Père, tu perds la tête. D'abord tu quittes l'hôpital contre l'avis des médecins, et maintenant tu ramènes une mendiante dans notre maison. » beugla-t-il, gesticulant sauvagement en pointant Sophia du doigt. « Matthew, s'il te plaît, écoute-moi » essaya d'argumenter Édouard, mais sa voix fatiguée fut presque noyée par les cris de son fils. Le pendentif dans ses mains semblait peser une tonne, la photographie à l'intérieur attirant son attention comme une énigme qu'il devait résoudre. Sophia, de son côté, resta immobile, appuyée contre le mur de marbre froid, ses yeux écarquillés passant du père au fils. La tempête d'émotions en elle reflétait le chaos qui s'emparait du manoir. « Cette fille a juste besoin d'aide, mon fils. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça ?» murmura Édouard, la voix étranglée. Chaque mot était une supplique, mais portait aussi un ton de lassitude qui semblait refléter des années de lutte intérieure. Il regarda de nouveau Sophia, comme s'il cherchait des réponses en elle. « Père, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas simplement ramasser n'importe qui dans la rue et l'amener ici, » continua Matthew, ses pas résonnant dans le hall alors qu'il gesticulait furieusement. « Qu'est-ce qui t'arrive » Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais une vague soudaine de douleur lui traversa la tête comme un couteau. Il porta la main à sa tempe, sa vision commençant à s'assombrir alors que ses jambes fléchissaient. Le pendentif lui glissa des mains, tombant avec un bruit métallique sur le sol. Avant que quiconque ne puisse réagir, le corps de l'homme d'affaires céda, et il s'effondra sur le marbre froid. Le corps d'Édouard gisait immobile sur le sol en marbre tandis que la panique se propageait dans le manoir comme une traînée de poudre. Le son des lustres en cristal se balançant doucement au-dessus semblait amplifier le sentiment de désespoir qui s'emparait de tous dans le grand hall. Matthew, oubliant momentanément sa colère, tomba à genoux à côté de son père, ses mains tremblantes agrippant l'épaule de l'homme inconscient. Son visage, auparavant tordu par la fureur, exprimait maintenant une pure terreur. La tension dans sa mâchoire faisait sortir ces mots en halètements brisés. « Père! Père, réveille-toi » Il secoua Édouard avec force, mais l'homme resta immobile, sa respiration superficielle presque imperceptible. Les domestiques s'agitaient dans toutes les directions comme des fourmis dans une fourmilière dérangée, leurs voix se superposant dans un chœur de peur et d'inquiétude. Certains criaient des ordres tandis que d'autres restaient simplement paralysés par la scène. Le hall du manoir, habituellement un exemple d'ordre et d'élégance avec ses meubles anciens et ses œuvres d'art, s'était transformé en une scène de chaos. « Appelez le médecin, maintenant ! Et que quelqu'un fasse quelque chose avec cette fille !» cria Matthew, sa voix résonnant sur les murs, chargée de désespoir. Il regarda les visages des domestiques autour de lui, ses yeux rouges implorant de l'action alors que les larmes menaçaient de déborder. Une vieille femme de chambre, le visage marqué par le temps et l'inquiétude, s'approcha prudemment de Sophia. Ses pas étaient hésitants, mais sa voix était douce. « Viens, ma chérie, sortons-toi de là » dit-elle, son expression portant le calme qui échappait aux autres. Sophia resta figée, les yeux fixés sur le corps immobile d'Édouard, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait ou de changer les événements. D'un mouvement doux mais ferme, la femme de chambre guida la jeune fille loin de cette scène troublante. Elles montèrent le grand escalier vers l'étage supérieur, les marches résonnant sous leurs pieds. Sophia ne pouvait détacher son regard, comme si à tout moment Édouard pouvait se lever et l'appeler.
L'escalier semblait sans fin, chaque marche était comme un fardeau qui éloignait Sofia du seul homme qui lui avait montré de la gentillesse depuis des années. « Tout ira bien, ma petite. Le maître est fort, il l'a toujours été », chuchota la femme de chambre, plus pour elle-même que pour la jeune fille. Ces mots flottaient dans l'air comme une consolation vide, une tentative désespérée de ramener la normalité dans une situation qui en était clairement loin. La chambre d'amis où Sofia fut emmenée était plus grande que n'importe quel endroit où elle avait jamais dormi de sa vie. Un lit king size avec des draps en coton égyptien d'un blanc immaculé occupait le centre de la pièce. Des rideaux de soie bleu clair dansaient légèrement avec la brise qui entrait par la porte-fenêtre, apportant l'odeur de l'orage qui faisait rage à l'extérieur. Le lustre au plafond projetait une lumière douce, créant des ombres sur les murs décorés de tableaux que Sofia ne savait pas s'ils étaient vrais ou juste des copies coûteuses. Tout ici semble trop beau pour être vrai, pensa-t-elle, ses yeux parcourant la pièce avec un mélange d'admiration et de malaise. La femme de chambre ouvrit une porte à côté, révélant une salle de bain qui semblait digne d'un palais. Le sol et les murs étaient recouverts de marbre blanc brillant, et une baignoire si grande qu'elle ressemblait plus à une petite piscine occupait le centre. Des robinets dorés et finement sculptés reflétaient la lumière, aveuglant les yeux de Sofia pendant un moment. La femme tourna soigneusement le robinet, laissant l'eau chaude couler, remplissant la pièce d'un nuage de vapeur réconfortant. « Prends un bain chaud, ma chérie. Je t'apporterai des vêtements propres, et ensuite nous devrons nous occuper de ces contusions. Ne t'inquiète pas pour le maître, il a une excellente équipe de médecins, » dit la femme de chambre, désignant d'un geste maternel les jambes égratignées de Sofia. Sa voix avait une douceur que Sofia n'avait pas entendue depuis des années, et cela lui fit monter des larmes silencieuses aux yeux. Alors que l'eau chaude enveloppait son corps, Sofia essaya de traiter les événements de la journée. Les gouttes de la baignoire se mêlaient aux larmes qui coulaient sur son visage. La scène de l'effondrement d'Edouard se rejouait sans cesse dans son esprit, chaque détail devenant plus vif à chaque répétition. Était-ce de ma faute ? Est-il tombé malade à cause de moi ? Pensa-t-elle, sa poitrine se serrant d'une angoisse qui semblait sans fin. Elle se sentait petite et impuissante, comme toujours, mais maintenant il y avait quelque chose de plus, une culpabilité qui la rongeait de l'intérieur. D'en bas, des voix agitées et des pas pressés continuaient de résonner à travers le manoir. Le médecin de famille était arrivé en un temps record, son sac en cuir heurtant ses jambes alors qu'il montait les escaliers vers la chambre principale. Sofia pouvait entendre des fragments de conversation à travers les murs épais, mais aucun mot n'était assez clair pour lui donner une idée de ce qui se passait. Le silence qui suivit les pas du médecin était encore plus terrifiant. Le silence signifie que quelque chose a mal tourné, pensa-t-elle, serrant le médaillon contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger du pire. Vêtue de vêtements propres et doux comme un nuage, Sofia s'assit sur le bord de l'immense lit, ses pieds maintenant propres touchant à peine le tapis perçant qui recouvrait le sol de la chambre. Chaque minute semblait une éternité. Elle pouvait à peine entendre le tonnerre de l'orage dehors, tant la tension qui l'enveloppait était grande. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas mourir. C'était la seule personne bonne que j'ai trouvée depuis si longtemps, » murmura-t-elle, sa voix basse et hésitante, alors qu'elle tenait le médaillon qu'elle avait ramassé sur le sol dans un geste nerveux en voyant le millionnaire s'effondrer. Le son de pas lourds dans le couloir la sortit de ses pensées. Le son se rapprochait rapidement, chaque pas augmentant son anxiété. Soudain, la porte de la chambre fut violemment ouverte, heurtant le mur. Matthew apparut dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de fureur et d'épuisement. Ses yeux rouges, rougis par l'inquiétude et la colère, trouvèrent immédiatement Sofia, recroquevillée sur le lit comme un animal piégé. Il semblait plus grand et plus effrayant qu'auparavant, et sa ressemblance physique avec son père rendait sa présence encore plus intimidante. En 3 larges enjambées, Matthew atteignit Sofia et lui attrapa le bras avec force, la tirant du lit. « Toi, tout ça, c'est de ta faute. Mon père allait bien jusqu'à ce que tu apparaisses. » Rugit-il, sa voix forte résonnant dans la pièce. Il la secoua comme si elle était une poupée de chiffon, ses doigts serrant le bras de la fille si fort qu'elle sentit la douleur irradier dans son corps. « S'il te plaît, lâche-moi. Je veux juste savoir s'il va bien, » plaida Sofia, ses mots ponctués de sanglots. Matthew, cependant, ne semblait pas entendre. Sa fureur l'aveuglait, le transformant en quelque chose d'incontrôlable. Il traîna Sofia dans le luxueux couloir, ignorant ses protestations et les regards des domestiques qui détournaient les yeux en silence, incapables d'intervenir. « Tu n'aurais jamais dû entrer dans cette maison. Mon père est malade, il est confus, et tu en as profité, » cria-t-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. Quand ils arrivèrent à la porte arrière du manoir,
Matthew l'ouvrit d'une poussée, laissant le vent froid et la pluie envahir le couloir. Il poussa Sophia dehors, la faisant tomber dans la boue qui s'était accumulée dans le jardin. Les vêtements propres et doux qu'elle avait portés étaient maintenant sales et trempés, collant à sa peau. Le sol froid semblait lui voler le peu de force qu'il lui restait. Avec difficulté, Sophia réussit à se relever, ses jambes tremblantes la soutenant à peine. « Ne te remontre plus jamais ici. Si je te revois près de cette maison ou de mon père, tu le regretteras. » cria Matthew, sa voix rivalisant avec les rugissements du tonnerre en arrière-plan. Il claqua la porte violemment, laissant Sophia seule sous la pluie implacable. Tremblante et trempée, elle serra le médaillon contre sa poitrine, se sentant comme si elle portait le poids du monde à ce moment-là. C'est alors qu'un nouveau son déchira la nuit orageuse, le gémissement distinct d'une sirène qui approchait. Du manoir, se reflétant sur les flaques qui s'accumulaient dans le jardin. Sophia sentit son cœur se serrer encore plus en reconnaissant le véhicule qui approchait rapidement par les portes principales. « Non, s'il vous plaît, non » murmura-t-elle pour elle-même, regardant impuissante les lumières de l'ambulance illuminer la nuit comme un présage sinistre. Quelques minutes plus tard, la pluie ne montrait aucune pitié alors que Sophia titubait dans les rues sombres du quartier aisé. Chaque goutte qui tombait semblait pénétrer sa peau déjà trempée, les vêtements pesant comme du plomb sur son petit corps. Ses jambes tremblaient à chaque pas, mais elle se forçait à continuer, les yeux fixés sur le sol inégal et humide. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance avaient déjà disparu dans l'obscurité de la nuit. Le souvenir de l'expression fatiguée mais douce d'Edward lui serrait le cœur, comme si un nœud invisible l'empêchait de respirer. « Je ne peux pas partir comme ça. Je dois savoir s'il va bien. S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas mourir, » marmonna-t-elle entre ses dents tremblantes, les mots sortant décousus alors que ses lèvres violettes essayaient de rester stables. Ses pieds nus glissaient sur les pavés, le froid des rues pénétrant ses os comme des poignards glacés. Chaque pas était une bataille contre le vent coupant et l'épuisement qui menaçait de la consumer complètement. Le médaillon autour de son cou se balançait à chaque mouvement, pressant contre sa peau froide comme un rappel constant du peu qu'elle avait. La tempête autour d'elle était implacable, mais pas plus grande que la tempête en elle. Il m'a traité comme personne d'autre ne l'a fait. Il ne peut pas mourir, pas maintenant, répétait-elle dans son esprit, comme une prière silencieuse résonnant à travers chaque fibre de son être. Après avoir marché longtemps, un vieil auvent près des hauts murs du manoir offrit un abri précaire contre la pluie. Sophia se blottit contre le mur froid, serrant ses genoux et s'appuyant contre la surface rugueuse. Ses doigts étaient engourdis, ses cheveux mouillés collant à son visage, mais elle n'avait pas l'énergie de bouger. De là, elle pouvait voir le manoir, encore éclairé à l'étage supérieur, où les lumières semblaient vaciller contre les vitres. Des ombres passaient de temps en temps, mais elle ne pouvait pas identifier qui elles étaient. Chaque mouvement à l'intérieur de la maison faisait battre son cœur d'espoir, pour être suivi par plus de désespoir quand rien ne changeait. Son estomac gargouillait bruyamment, lui rappelant les bombes au chocolat qui semblaient appartenir à une autre vie. Elle se serra fort, essayant de contenir le froid et la faim qui insistaient à la punir. Il y a quelques heures, j'étais assise à une vraie table, à manger de vrais gâteaux. Comment tout peut-il changer si vite ? Pensa-t-elle, sentant des larmes chaudes se mêler à la pluie sur son visage. Le contraste entre la chaleur qu'elle avait ressentie auparavant et la misère du présent rendait le vide dans sa poitrine encore plus grand. La nuit s'éternisa avec une lenteur cruelle. Chaque seconde semblait une éternité. Sophia luttait contre le sommeil, déterminée à garder les yeux fixés sur les portes du manoir. Elle attendait désespérément de voir l'ambulance revenir ou tout autre signe qui pourrait indiquer l'état d'Edward. Le vent transportait des feuilles et de petites branches qui traînaient dans les rues, créant des ombres dansantes sous les lampadaires. Ces formes fantomatiques semblaient jouer avec son esprit déjà épuisé, faisant de chaque bruit et mouvement une source d'anxiété. On dit qu'après la tempête vient le calme, mais combien d'autres tempêtes dois-je affronter ? Se chuchota-t-elle, alors que ses paupières lourdes clignaient lentement, essayant de rester ouvertes. La lutte contre le sommeil fut vaine. À un moment donné, au petit matin, l'épuisement l'emporta. Sophia s'endormit assise, le dos appuyé contre le mur froid et les genoux serrés contre sa poitrine à la recherche de chaleur. Le froid du sol semblait se confondre avec la lassitude qui s'emparait de son corps, rendant ses rêves confus et agités. Dans cet état de semi-conscience, des images indistinctes défilaient dans son esprit. Des bombes au chocolat se transformaient en médaillons, les sourires doux d'Edward se muaient en regards de dédain, et le manoir devenait un sombre labyrinthe dont elle ne pouvait s'échapper. « S'il vous plaît, ne mourrez pas. Ne me laissez pas seule à nouveau. S'il vous plaît » murmura-t-elle dans son sommeil agité,
ses lèvres presque gelées formant des mots que le vent emportait. Les premiers rayons du soleil matinal trouvèrent Sophia toujours blottie sous l'auvent, son corps endolori à des endroits qu'elle ne savait même pas pouvoir faire mal. Le froid s'était installé dans ses os, et chaque muscle semblait protester alors qu'elle essayait de bouger. La pluie s'était calmée pour devenir une fine bruine, mais l'humidité de l'air faisait coller ses vêtements inconfortablement à sa peau. La brume matinale couvrait les rues désertes, créant une atmosphère lourde et silencieuse. Sophia leva les yeux vers le manoir. Les lumières étaient éteintes maintenant, et un silence de mort planait sur la maison. « Je dois savoir où ils l'ont emmené. Je dois savoir s'il va bien », pensa-t-elle, se forçant à se lever, bien que ses membres lourds crient contre le mouvement. De l'autre côté de la rue, un vendeur de journaux commençait à installer son stand. Il empilait les journaux avec des mouvements rapides et efficaces, le son du papier déchirant le silence matinal. Sophia l'observa, l'esprit encore confus, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Sur la première page du journal, en grosses lettres, on pouvait lire « L'homme d'affaires Roberto Val hospitalisé dans un état grave après un malaise ». Son cœur sembla s'arrêter un instant, ses yeux fixés sur la photo d'Edouard à côté du titre. Le visage sérieux regardant droit dans l'appareil photo. Elle sentit une oppression dans sa poitrine qui la laissa sans voix. « État grave ? Non, ça ne peut pas être vrai. Il allait si bien hier matin, » murmura-t-elle, alors que de nouvelles larmes menaçaient de tomber. D'un pas hésitant, Sophia s'approcha du kiosque à journaux. Ses pieds nus faisaient de petits bruits contre le sol humide, mais elle ne le remarquait plus. Les vêtements humides collaient à son corps comme une seconde peau, mais l'inconfort physique semblait insignifiant maintenant. Ses yeux parcouraient avidement chaque mot du titre, essayant d'absorber toute information qu'elle pouvait trouver sur Edouard. Le vendeur de journaux la regarda avec méfiance, ses yeux examinant la jeune fille avec un mélange de curiosité et de prudence, craignant qu'elle ne vole quelque chose. Mais Sophia ignora son regard, son attention complètement fixée sur la photo d'Edouard, qui semblait la regarder directement, comme si elle implorait son aide. Dans un état grave à l'hôpital, mais quel hôpital ? Pourquoi ne disent-ils pas où ils l'ont emmené ? Pensa-t-elle frénétiquement, ses doigts serrant le médaillon si fort qu'ils commencèrent à lui faire mal. La photographie et les mots imprimés dans le journal semblaient plus grands qu'ils ne l'étaient, consommant presque tout son champ de vision. Son cœur battait plus vite à chaque seconde, comme pour la prévenir de quelque chose d'imminent. Finalement, une décision se cristallisa dans son esprit. C'était comme si une flamme silencieuse s'était allumée en elle, éclairant une nouvelle détermination. Elle devait le revoir, quoi qu'il arrive. Même avec la peur de Matthew qui lui brûlait encore la peau, Sophia sentait quelque chose de plus fort, une obligation de ne pas abandonner l'homme qui avait été gentil avec elle quand personne d'autre ne l'était. Edouard l'avait traitée comme une personne, comme quelqu'un qui comptait, et elle ne pouvait pas simplement tourner le dos maintenant. Il était le seul à me traiter comme un être humain après si longtemps. Je ne peux pas l'abandonner maintenant, pas quand il en a le plus besoin, pensa-t-elle, sentant le poids de la responsabilité se mêler à la détermination. Le soleil matinal brillait maintenant plus fort, commençant à sécher les flaques que la tempête avait laissées derrière elle. Le ciel était encore partiellement couvert, mais il y avait une promesse d'amélioration. Sophia prit une profonde inspiration, redressant ses épaules en pressant le médaillon contre sa poitrine. Dans ce petit morceau de métal, elle cherchait la force nécessaire pour affronter tout ce qui allait arriver. Dans son esprit, l'image du visage doux d'Edouard à la boulangerie se superposait au titre alarmant du journal. D'un pas chancelant mais déterminé, elle commença à marcher de nouveau vers le manoir. Peu importe ce que Matthew me fait, je dois savoir s'il va bien. Je dois le voir une dernière fois, se murmura-t-elle en se dirigeant vers l'endroit qui l'effrayait tant, mais qui semblait maintenant être son seul espoir. Dès qu'elle atteignit le manoir, les grilles semblèrent encore plus imposantes à la lumière du jour. Le fer forgé, avec ses arabesques élégantes mais intimidantes, brillait au soleil du matin comme une barrière infranchissable pour tout intrus. Sophia s'approcha timidement du poste de garde, ses pieds nus faisant peu de bruit sur le trottoir. 2 gardes montaient la garde, leurs expressions sérieuses et inébranlables contrastant avec la nervosité de la jeune fille. L'uniforme noir impeccablement repassé et les bottes brillantes firent que Sophia se sentit encore plus déplacée. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans ses oreilles alors qu'elle essayait de trouver les mots justes pour expliquer sa présence. Ses doigts tremblaient légèrement, et elle tenait le médaillon sous sa chemise comme s'il pouvait lui donner du courage. Prenant une profonde inspiration, elle s'adressa enfin au garde. « S'il vous plaît, je veux juste savoir comment va monsieur Edouard. Je dois savoir à quel hôpital ils l'ont emmené, dit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu,
presque noyée par le bruit lointain de la ville. L'un des gardes arqua un sourcil, la regardant avec dédain. L'autre, sans même attendre qu'elle finisse de parler, fit un geste brusque lui ordonnant de partir. « Vous ne pouvez pas rester ici. Retournez d'où vous venez avant que nous n'appelions la police, » dit le garde de sécurité, sa voix dure et tranchante comme une lame. Il fit un pas vers Sophia, et le simple mouvement la fit reculer instinctivement, son corps réagissant avant son esprit. Les mots de Matthew de la nuit précédente résonnaient dans sa tête, chaque souvenir de ce moment renforçant sa peur. Mais quelque chose de plus fort que la peur l'empêchait de partir. Il y avait quelque chose dans sa poitrine, une détermination qu'elle pouvait à peine expliquer. « Je ne peux pas abandonner, pas maintenant. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer, » pensa-t-elle, s'éloignant lentement des grilles, son regard fixé sur la propriété alors que son esprit travaillait sur un plan alternatif. En contournant le pâté de maison, Sophia commença à observer les hauts murs du manoir. Ses yeux, entraînés par les difficultés de la vie de la rue, examinaient chaque détail. Des années de fuite des maisons de correction et de recherche d'abri dans des lieux interdits lui avaient appris à identifier les points faibles des clôtures et des murs apparemment sécurisés. C'est alors que ses yeux trouvèrent un vieil arbre dont les branches robustes s'étendaient par-dessus le mur arrière. Le tronc épais, marqué par le temps, semblait l'inviter à grimper. « Si j'ai réussi à m'échapper de cette maison de correction l'année dernière, c'est un jeu d'enfant. Il me suffit d'attendre que les gardes soient distraits, » se marmonna-t-elle en se cachant derrière un buisson voisin et en étudiant le schéma de patrouille de sécurité. Elle attendit patiemment, le cœur battant, ses yeux suivant les mouvements des hommes dans le jardin. Le vent transportait l'odeur de la terre humide, et les bruits des oiseaux et des insectes remplissaient l'air. Quand les gardes se dirigèrent de l'autre côté de la propriété, Sophia sut que c'était sa chance. Avec des mouvements rapides et silencieux, elle courut vers l'arbre, ses pieds nus s'agrippant à l'écorce rugueuse du tronc. La montée fut un effort qui nécessita chaque once de sa force, mais des années de pratique rendirent ses mouvements précis. Les branches craquèrent doucement sous son poids, le son faisant bondir son cœur. Elle s'approcha du sommet, où les branches s'étendaient par-dessus le mur, son regard fixé sur les jardins arrière. De là-haut, Sophia avait une vue partielle de la propriété. Des employés se déplaçaient dans le jardin, occupés à leurs tâches matinales. Ils semblaient petits et lointains. Plus loin, les draps blancs flottant sur la corde à linge brillaient au soleil, aveuglant presque Sophia alors qu'elle essayait de se concentrer sur les voix venant de la zone de service. Elle se pencha prudemment, son corps tendu par l'effort de maintenir l'équilibre. La sueur coulait sur son front alors qu'elle s'efforçait d'entendre chaque mot. Deux femmes de chambre discutaient en étendant les draps, leur voix portée par le vent. « Pauvre maître! Le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ils l'ont emmené à l'hôpital central, mais il semble que ce ne soit qu'une question de temps, » dit l'une d'elles, sa voix basse et pleine de chagrin. Ces mots frappèrent Sophia comme un coup de poing à l'estomac. Les larmes commencèrent à brouiller sa vision, rendant encore plus difficile le maintien de son équilibre sur la branche. Son cœur se serra d'une douleur qui semblait impossible pour quelqu'un de si jeune. L'hôpital central. Maintenant, elle savait où il avait été emmené. Un pincement de soulagement mêlé de désespoir. Elle commençait déjà à élaborer un plan pour se rendre à l'hôpital quand un mouvement soudain attira son attention. Matthew apparut par la porte arrière, et même de loin, Sophia pouvait voir la lassitude gravée sur son visage. Les cernes profonds et la posture voûtée indiquaient une nuit blanche. Il s'arrêta au milieu du jardin, passant les mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Si seulement j'avais réalisé plus tôt qu'il allait plus mal, si je ne l'avais pas laissé sortir de la maison hier, marmonna-t-il, sa voix chargée de culpabilité. Le ton inattendu fit presque pitié à Sophia. Alors qu'elle essayait de bouger pour s'éloigner, une branche craqua sous son poids. Le son, bien que faible, suffit à attirer l'attention de Matthew. Ses yeux, auparavant perdus dans ses pensées, se fixèrent immédiatement dans la direction du son. Il la vit. Pendant un instant, Sophia se figea, espérant qu'il ne la reconnaîtrait pas, mais la transformation sur son visage fut instantanée. La culpabilité et la lassitude firent place à une fureur aveugle, son visage devenant rouge de rage. « C'était toi !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le jardin. « Tu as perturbé mon père, et maintenant il est comme ça. Garde, attrapez cette mendiante. » Sophia sentit la panique monter comme une vague dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle essaya de reculer, mais ses mouvements précipités ne firent que faire craquer la branche plus fort. Le vent se levait de seconde en seconde, rendant la scène encore plus chaotique. Elle regarda les gardes courir vers elle, leurs expressions aussi menaçantes que celles de Matthew.
Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait de décider si elle devait sauter de la branche à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété. La hauteur était effrayante, mais la peur d'être capturée était encore plus grande. Je dois sortir d'ici. Je dois trouver l'hôpital central avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-elle, son esprit travaillant frénétiquement alors que le chaos se déroulait en dessous d'elle. Le cri furieux de Matthew résonna dans le jardin comme un coup de tonnerre, faisant presque perdre l'équilibre à Sophia sur la branche d'arbre. Sans avoir le temps de réfléchir, elle se jeta de l'autre côté du mur, ses doigts s'agrippant aux lianes qui couvraient le mur extérieur. La chute fut plus haute qu'elle ne l'avait calculée, et ses genoux brûlèrent en heurtant le sol, mais la peur lui donna la force de se relever rapidement. Le son des pas lourds et des voix fortes venant du manoir la propulsa en avant. « Cours, idiote, cours comme tu n'as jamais couru de ta vie !» s'ordonna-t-elle, alors que ses jambes l'emportaient loin du manoir Valais, vers les rues animées de la ville où elle savait qu'elle pourrait facilement se fondre dans la foule. La jeune fille courut donc comme si sa vie en dépendait, vers l'hôpital du centre-ville, qui n'était pas très loin. En arrivant, l'hôpital se dressait, imposant, contre le ciel de fin d'après-midi, ses murs blancs reflétant le soleil couchant. Sophia, cachée derrière une colonne à l'entrée de service, observait le mouvement constant du personnel et des visiteurs. Son cœur battait la chamade alors qu'elle étudiait chaque détail, chaque point d'entrée possible. Ses vêtements étaient encore sales de sa fuite du manoir, mais cela pourrait être un avantage. Personne ne prêtait beaucoup d'attention aux enfants des rues. Je dois trouver un moyen d'entrer. Si Matthew sait que je suis là, il me fera expulser. Je dois voir Edward une dernière fois, même si c'est de loin, pensa-t-elle, ses yeux vigilants captant chaque mouvement aux entrées de l'hôpital. L'occasion se présenta lorsqu'un membre du personnel de nettoyage laissa brièvement son chariot pour répondre à un appel. Avec l'agilité acquise dans la rue, Sophia se glissa derrière le chariot, devenant presque invisible au milieu des produits de nettoyage et des chiffons. La forte odeur de désinfectant lui piquait les yeux, mais elle n'osait pas bouger. Chaque fois que quelqu'un passait, elle retenait sa respiration, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. S'il est vraiment en train de mourir, je ne peux pas perdre de temps. Je dois le trouver avant qu'il ne soit trop tard et le remercier pour sa gentillesse, se murmura-t-elle, alors que le chariot se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital. Le labyrinthe de couloirs blancs semblait sans fin, chaque virage apportant de nouveaux défis pour rester caché. Sophia gardait ses oreilles attentives à chaque conversation, à toute mention du nom Valais, alors qu'elle se déplaçait silencieusement d'une cachette à l'autre. C'est en entendant deux infirmières commenter à propos du millionnaire dans la chambre 202 que son cœur fit un bond. Prudemment, elle suivit la direction indiquée, profitant de chaque ombre, de chaque moment de distraction du personnel. Deuxième étage, il me suffit d'arriver au 5e étage sans être vue, se répéta-t-elle comme un mantra en se glissant vers les escaliers de service. Le couloir du 5e étage était plus calme, plus imposant. Les murs beige clair et le sol poli reflétaient les lumières fluorescentes, créant un environnement presque surréaliste. Sophia pouvait sentir la tension dans l'air, le va-et-vient discret des médecins et des infirmières, tous avec des expressions inquiètes. Cachée derrière un paravent, elle observait le mouvement devant la chambre 202, son cœur battant de plus en plus vite. C'est alors qu'elle l'entendit. Une voix faible, presque un murmure, venant de la chambre. « Catherine, ma fille, pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée, ton bébé. » La voix d'Edward, étranglée et délirante, passait par la porte légèrement entr'ouverte. Le monde sembla s'arrêter un instant. « Catherine. » Le nom frappa Sophia comme un éclair. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait le médaillon de son cou, l'ouvrant une fois de plus pour regarder la photo de sa mère. Catherine, sa mère, la même qui était morte il y a tant d'années, la laissant seule au monde à sa naissance. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter dans son esprit, comme un puzzle cruel. Ça ne peut pas être, pourrait-il être. Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas s'éloignant de la chambre. Le cœur battant contre sa poitrine, Sophia profita du moment où le couloir était vide pour se glisser dans la chambre 202. La pièce était baignée d'une douce obscurité, rompue seulement par la lueur des moniteurs qui entouraient le lit. Edward gisait immobile, des tubes et des fils connectés à son corps frêle. Sa respiration était un murmure mécanique dans le silence de la pièce. Ses mains, autrefois si fermes pour saisir la canne, reposaient maintenant inertes sur les draps blancs. Comme il a l'air différent maintenant, si fragile, si humain, pensa Sophia en s'approchant lentement du chevet. Le son des machines marquait chaque seconde comme une horloge implacable, tandis que Sophia rassemblait le courage de prononcer le mot qui lui brûlait maintenant la gorge.
Ses petites mains serraient le médaillon si fort que ses jointures étaient blanches. L'odeur de l'hôpital, de la médecine et de la mort imminente lui donnait la nausée, mais elle continuait d'approcher. D'une voix tremblante, plus qu'elle ne l'aurait souhaité, elle murmura enfin « Grand-père ». Le mot sortit comme une prière, chargé d'espoir et de peur. « Vous avez dit que le nom de votre fille était Catherine. C'est le même nom que ma mère ? Vous avez dit que nous nous ressemblions. Êtes-vous mon grand-père » demanda la fille avec une émotion intense sur son visage. Les yeux d'Édouard s'ouvrirent lentement, comme s'il se réveillait d'un profond rêve. Pendant un instant, ils semblèrent flous, perdus, mais ensuite ils trouvèrent le visage de Sophia. Quelque chose changea dans son expression, la reconnaissance, la compréhension, des années de regrets reflétées en un seul regard. Ses lèvres sèches bougèrent avec difficulté, formant des mots qui sortirent comme un murmure, « Toi, c'est ma faute ». Le moment de connexion fut interrompu par le son frénétique des moniteurs, leur bip se transformant en une alarme stridente et insistante. La porte de la chambre s'ouvrit violemment, des médecins et des infirmières envahissant l'espace avec l'urgence de ceux qui luttent contre le temps. Des ordres furent criés, du matériel fut déplacé, et au milieu du chaos, Sophia sentit des mains fortes lui saisir les bras, l'éloignant du lit. Elle se débattit, essayant de se libérer, les yeux fixés sur la silhouette immobile d'Édouard. Le monde semblait tourner au ralenti alors qu'elle était traînée hors de la chambre, chaque seconde une éternité d'agonie. « Non, s'il vous plaît, laissez-moi rester. Il est peut-être mon grand-père. » cria-t-elle, sa voix perdue dans le tumulte. Les couloirs blancs et stériles de l'hôpital semblaient maintenant flous alors que Sophia était éloignée de la chambre 202. Ses larmes coulaient librement, brouillant sa vision, mais elle ne pouvait s'arrêter de se battre contre ceux qui la tenaient. Le son des machines résonnait encore dans ses oreilles, se mêlant au murmure des voix inquiètes et des pas pressés. Tout le poids de la découverte, l'ironie cruelle du destin, semblait lui écraser la poitrine. « Grand-père, ne meurs pas, je viens de te trouver. » Son cri désespéré résonna dans les couloirs de l'hôpital, portant tout le désespoir d'une enfant qui, une fois de plus, était sur le point de perdre sa famille. Le chaos dans la chambre 202 continuait, visible à travers la porte qui se refermait. La dernière image que Sophia eut de son grand-père fut celle de son corps frêle entouré de professionnels en uniforme bleu, luttant pour le maintenir en vie. Le médaillon autour de son cou semblait peser une tonne, la photo de sa mère étant maintenant un témoignage silencieux d'une histoire de famille qu'elle avait à peine commencé à découvrir. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas partir maintenant, pas maintenant que j'ai enfin trouvé ma famille », chuchota-t-elle entre deux sanglots, alors qu'elle était emmenée loin du seul lien familial qui lui restait. Dans la salle de surveillance de l'hôpital, l'atmosphère était d'un silence tendu, Val en vie. Les graphiques dansaient sur les écrans dans un mouvement continu, affichant les signes vitaux du patient à chaque seconde. Chaque battement de cœur, chaque fluctuation de la pression artérielle était enregistrée, créant une ligne de données qui racontait l'histoire des dernières heures critiques. L'un des médecins, les yeux fixés sur l'écran principal, fronça les sourcils en remarquant une irrégularité intrigante. Il ajusta les commandes du moniteur, zoomant sur une section spécifique. « Quelque chose ici n'a pas de sens », murmura-t-il pour lui-même, sa voix teintée de curiosité. Les autres médecins dans la salle, jusqu'alors concentrés sur leur propre travail, commencèrent à s'approcher. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda une jeune résidente, croisant les bras et se penchant pour examiner l'écran. Le médecin pointa à un endroit spécifique sur les graphiques. « Remarquez ceci, dit-il, sont-on maintenant plus emphatiques. Les signes vitaux sont instables, mais voyez comment ils se stabilisent soudainement à ce point. » Il marqua l'heure sur le moniteur avec le curseur, mettant en évidence le changement dans les schémas de pression artérielle et de fréquence cardiaque. C'était un point d'inflexion clair, où le chaos cédait la place à l'ordre, comme si le corps d'Édouard répondait à un stimulus externe. « Est-ce que cela s'est produit par hasard, ou a-t-il été causé par quelque chose ?» demanda un autre médecin, se penchant par-dessus l'épaule de son collègue pour analyser les données. La pièce fut remplie de murmures alors que tout le monde essayait de trouver une explication logique à ce qu'il voyait. L'un des médecins, déterminé à découvrir l'origine du changement, accéda au registre de sécurité de l'hôpital. Il récupéra les images de la caméra du couloir menant à la chambre d'Édouard, les synchronisant avec les heures des données. C'était un hôpital de haute technologie, et tous les patients critiques étaient surveillés dans leur chambre pour s'assurer qu'ils recevaient les meilleurs soins. Alors que les vidéos commençaient à jouer, la pièce retomba dans le silence. Les images étaient claires. Il y avait Sophia, la petite silhouette qui avait réussi à entrer dans la chambre d'Édouard. L'enregistrement la montrait entrant avec hésitation,
presque furtivement, mais sa présence dans la chambre semblait coïncider exactement avec les moments où les signes vitaux d'Edouard se stabilisaient. Cela ne peut pas être une coïncidence, commenta le médecin qui avait trouvé l'anomalie, sa voix empreinte d'une admiration contenue, comme s'il était en présence de quelque chose d'extraordinaire. Remarquez comment les données changent dès qu'elles s'approchent. C'est comme si son corps réagissait immédiatement à sa présence, faisant baisser sa pression artérielle. La fille, elle le calme. Un autre médecin, plus expérimenté, croisa les bras en regardant les enregistrements. Que se passe-t-il quand elle lui tient la main ? Demanda-t-il en ajustant ses lunettes. La réponse vint dans une autre séquence de graphiques. La fréquence cardiaque, autrefois accélérée, ralentit à un rythme presque normal. La pression artérielle, qui avait oscillé dangereusement, se stabilisa. C'est impressionnant. Quand elle est à ses côtés, c'est comme si son corps savait qu'elle est là, commenta-t-il, ces mots portant un sentiment d'émerveillement. Les médecins procédèrent à l'examen de chaque détail, rembobinant et avançant rapidement les enregistrements, recoupant les données et les registres. Chaque nouvelle découverte renforçait le schéma qui se dessinait. La présence de Sophia semblait agir comme un stabilisateur naturel pour le corps affaibli d'Edouard. Le moment où la jeune fille murmura « grand-père » fut particulièrement significatif. Dans le graphique correspondant, les changements étaient encore plus spectaculaires. Cela dépasse ce que nous comprenons comme de la médecine, commenta l'un des médecins, sa voix contenant à peine l'émotion. C'est comme si le lien émotionnel entre eux soutenait littéralement sa vie. La salle de réunion fut rapidement convoquée, et les données furent présentées en détail. Graphiques, tableaux et images des enregistrements du moniteur remplissaient l'écran de projection alors que les médecins essayaient de traiter ce qu'ils voyaient. Le neurochirurgien en chef, un homme à l'expression sévère et aux gestes contrôlés, regardait tout cela avec une attention croissante. Il ne dit rien, mais le froncement de ses sourcils révélait l'intense processus de pensée dans lequel il était plongé. Si ces données sont correctes, commença l'un des médecins, cela signifie que la chirurgie que nous considérions comme impossible pourrait avoir une chance de succès bien plus grande. Le lien émotionnel pourrait réduire ses niveaux de stress, stabilisant ses signes vitaux, ajouta un autre médecin, pointant les graphiques. Mais la fenêtre de temps est petite. Nous devons agir tant qu'il répond positivement. Si sa pression se stabilise ainsi, cela pourrait nous aider à opérer l'anévrisme. C'est risqué, mais c'est sa seule chance. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'urgence. Ils savaient tous qu'ils étaient confrontés à une opportunité unique, mais aussi à un risque immense. Les médecins commencèrent à discuter de la logistique de l'opération, chacun apportant son expertise. Les voix se superposaient alors que les idées étaient partagées, affinées et remises en question. Les images du moniteur continuaient de défiler sur l'écran, un rappel constant de leur temps limité. L'un des médecins les plus expérimentés, aux cheveux grisonnants et à la voix ferme, pointa une séquence de données. « On ne peut ignorer cela, dit-il, se référant au moment où Sophia appela Edouard grand-père. Ses signes vitaux se sont améliorés de près de 50%. C'est comme si elle était un médicament vivant, quelque chose que la science ne peut expliquer mais qui se produit sous nos yeux. » Alors que l'équipe médicale se préparait pour la chirurgie, une question importante se posa. Sophia devait-elle rester aux côtés d'Edouard pendant la procédure ? Si elle quitte la chambre, les signes pourraient recommencer à fluctuer. Nous avons besoin que la fille reste près de lui, argumenta l'un des plus jeunes médecins. Nous avons besoin d'elle ici, ne serait-ce que jusqu'à l'administration de l'anesthésie. L'idée provoqua un malaise chez certains membres de l'équipe, mais la plupart semblaient d'accord. Il n'y avait pas d'autre choix. Nous avons besoin de stabilité, et en ce moment, elle est la source de cette stabilité, déclara le neurochirurgien en chef, rompant enfin son silence. Les infirmières furent rapidement chargées de préparer le bloc opératoire. La tension était palpable alors que les professionnels travaillaient à un rythme accéléré, conscients que chaque seconde comptait. La présence de Sophia à l'hôpital, auparavant considérée comme une curiosité ou un inconvénient, était maintenant traitée comme essentielle. La jeune fille était au centre de tout, même sans le savoir. « Nous devons opérer maintenant, pendant qu'il est stable », déclara le médecin le plus expérimenté, se levant de sa chaise avec une détermination renouvelée. Ces mots résonnèrent dans la pièce, chargés d'urgence. Les autres médecins hochèrent la tête, mais le neurochirurgien en chef resta à sa place, ses doigts tambourinant sur la table de réunion dans un geste d'indécision. Il savait que le poids de la décision reposait sur ses épaules. Des années d'expérience lui avaient appris que dans des situations comme celle-ci, il fallait agir vite, mais avec prudence.
Si quelque chose ne va pas pendant la chirurgie, commença-t-il, sa voix chargée d'inquiétude. Il regarda de nouveau les images du moniteur, les graphiques pulsants, un rappel constant de ce qui était en jeu. Le lien entre Edward et Sophia, nouvellement découvert et déjà si puissant, semblait être l'une de ces forces inexplicables de la nature qui défiaient la logique médicale. Mais en même temps, il était impossible d'ignorer les risques. Nous nous appuyons sur quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement. Et si nous perdons la stabilité pendant la procédure? L'inquiétude dans sa voix était partagée par tous dans la pièce. Mais même avec les incertitudes, une chose était claire, c'était la seule chance de sauver Edward. C'est notre seule chance. Nous devons essayer, murmura l'un des plus jeunes médecins, exprimant ce que tout le monde pensait. Le neurochirurgien en chef soupira, son esprit pesant toujours le pour et le contre. Il se leva enfin, sa posture rigide reflétant la gravité de la décision. Préparez tout. Rappelez la fille. Cette fille est la chance de cet homme, dit-il, sa voix ferme malgré l'ombre du doute qui persistait dans son regard. Les médecins trouvèrent Sophia recroquevillée sur une chaise dans la salle d'attente de l'hôpital, tremblant encore après avoir été expulsée de la chambre d'Edward. Son expression passa de la peur à la surprise quand, au lieu de la renvoyer, ils s'assirent à côté d'elle avec des expressions douces. Le plus âgé d'entre eux, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, se pencha vers elle. « Ma petite, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que tu es près de Monsieur Val, ses signes vitaux s'améliorent de manière significative. C'est comme si ta présence le ramenait, expliqua-t-il, lui montrant quelques graphiques qu'il tenait. La jeune fille fixa les papiers dans ses mains, essayant de donner un sens à ces lignes et chiffres compliqués. Son cœur s'emballa à la possibilité de pouvoir être de nouveau près de lui, d'avoir une chance de savoir si ses soupçons d'être sa petite fille étaient vrais. Les médecins continuèrent d'expliquer comment ils auraient besoin d'elle aux côtés d'Edward jusqu'au moment de la chirurgie, comment sa présence pourrait être cruciale pour sa survie. « Peux-tu faire ça, ma petite? Peux-tu rester à ses côtés jusqu'au tout dernier moment avant l'opération ?» demanda le médecin, sa voix remplie d'espoir. Sophia hocha vigoureusement la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains sales. « Bien sûr. S'il a besoin de moi, je resterai à ses côtés, » répondit la jeune fille. Une jeune infirmière s'approcha avec des vêtements propres et une serviette, lui suggérant de prendre une douche rapide avant d'entrer dans la chambre. Pendant qu'elle se préparait, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser au médaillon caché dans sa poche. La photo de sa mère, qui ressemblait tant au trait d'Edward. Et s'il est vraiment mon grand-père? Et si c'est ma seule chance d'avoir une vraie famille? Murmura-t-elle à son reflet dans le miroir de la salle de bain, en essayant de dompter ses cheveux rebelles avec ses doigts. Propre et vêtue de neuf, Sophia fut ramenée dans la chambre d'hôpital. Le son des machines était effrayant, mais elle se força à rester stable en s'approchant du lit. Edward semblait encore plus pâle et plus frêle qu'auparavant, connecté à divers tubes et fils. Prudemment, comme s'il était fait de porcelaine, elle lui prit la main. L'effet fut immédiat. Les moniteurs commencèrent à montrer une amélioration significative de ses signes vitaux. « Je suis là, grand-père. Je ne quitterai plus ton côté, » chuchota-t-elle, serrant doucement sa main alors que les médecins s'émerveillaient de la transformation sur les machines. Les minutes se transformèrent en heures alors que Sophia maintenait sa veille aux côtés d'Edward. À chaque changement sur les moniteurs, à chaque soupir de sa part, son cœur bondissait. Des médecins entraient et sortaient de la chambre, vérifiant constamment l'équipement et prenant des notes, toujours avec des expressions surprises face à la stabilité des signes vitaux. De temps en temps, elle fredonnait doucement des chansons qu'elle trouvait jolies, observant comment son visage semblait se détendre au son de sa voix. L'après-midi avançait lorsque l'activité dans la chambre augmenta. Il était temps de préparer Edward pour la chirurgie. Sophia sentit la peur grandir dans sa poitrine en regardant les préparatifs, mais elle resta fermement à ses côtés, lui tenant la main comme si c'était une ancre. Les médecins expliquèrent qu'ils devraient l'emmener au bloc opératoire et qu'elle pourrait l'accompagner jusqu'à la porte. Sa gorge se serra à l'idée de devoir lâcher cette main, de le laisser partir sans savoir s'il reviendrait. « Tu dois revenir, tu m'entends? Il y a tant de choses que je dois te demander, tant de choses que je dois savoir, murmura-t-elle en se penchant plus près de lui. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit brusquement, révélant Matthew, les yeux injectés de sang et la respiration lourde. En voyant Sophia assise près de son père, son visage se tordit en un masque de fureur. « Encore toi? Combien de fois dois-je te chasser ?» cria-t-il en s'avançant vers la jeune fille. Sophia se recroquevilla sur sa chaise, mais ne lâcha pas la main d'Edward, même alors que son oncle inconnu s'approchait menaçant.
Une infirmière plus âgée se plaça entre eux, sa posture ferme comme un mur. « Monsieur Matthew, regardez les moniteurs », ordonna-t-elle en pointant les écrans. « Depuis que cette fille est entrée dans la chambre, la pression de votre père s'est normalisée, ses battements de cœur sont réguliers. C'est la première fois depuis des jours que nous obtenons une telle stabilité. Elle est la seule chose qui maintient votre père en vie en ce moment. » Matthew s'arrêta en plein mouvement, ses yeux passant des moniteurs à la jeune fille, puis à son père. La confusion était évidente sur son visage. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Matthew alors qu'il absorbait l'information. Son corps, autrefois rigide de rage, sembla se dégonfler, et il s'appuya contre le mur le plus proche pour ne pas tomber. Sophia observa la transformation en silence, tenant toujours fermement la main d'Edward. « Comment est-ce possible ?» murmura Matthew, sa voix épaisse d'émotion et d'épuisement. « Monsieur Matthew, dans quelques minutes, nous commencerons la chirurgie, » annonça le médecin en entrant dans la chambre. « Nous allons profiter de ce moment de stabilité que sa présence a fourni et essayer de l'opérer. Ses chances étaient nulles, mais maintenant nous avons une petite et courte chance. » Matthew hocha seulement la tête, incapable de former des mots, observant comment son père semblait plus serein à côté de cette petite étrangère. Sophia se leva lentement alors que les infirmières commençaient à préparer le brancard pour transporter Edward, mais garda sa main fermement entrelacée avec la sienne tout au long du trajet jusqu'au bloc opératoire. Dans le couloir menant au bloc opératoire, Sophia dut enfin lâcher la main d'Edward. Ses larmes tombèrent silencieusement alors qu'elle regardait l'équipe médicale pousser le brancard à l'intérieur. Matthew resta quelques pas en arrière, son visage un masque d'inquiétude et de confusion. « S'il te plaît, fais qu'il revienne », chuchota Sophia pour elle-même, serrant le médaillon caché dans sa poche, ce petit objet détenant tant de secrets non révélés. Les minutes s'éternisèrent comme des heures dans le couloir silencieux. Sophia s'installa sur le sol, s'appuyant contre le mur froid, les yeux fixés sur la porte du bloc opératoire. Matthew faisait les 100 pas, ses pas lourds résonnant dans le couloir vide. De temps en temps, il jetait des regards curieux à la jeune fille, comme s'il essayait de déchiffrer le mystère de sa connexion avec son père. Comment une étrangère peut-elle avoir un tel pouvoir sur ses signes vitaux ? Se marmonna-t-il, passant les mains dans ses cheveux dans un geste nerveux. L'horloge au mur marquait chaque seconde avec une lenteur cruelle. Des infirmières entraient et sortaient du bloc opératoire, leurs visages illisibles derrière leurs masques chirurgicaux. Chaque fois que la porte s'ouvrait, Sophia retenait sa respiration, attendant des nouvelles. Le médaillon dans sa poche semblait peser une tonne, gardant des secrets qui pourraient tout changer. « Père Céleste, donne-moi la force. J'ai besoin qu'il vive. S'il te plaît, sers-toi de moi si tu le dois, mais fais qu'il aille mieux. Je t'en supplie, » chuchota-t-elle en prière. Pourtant, après un certain temps en chirurgie, soudain, une agitation commença à l'intérieur du bloc opératoire. Les moniteurs firent retentir des alarmes assourdissantes, et des voix fortes crièrent des ordres urgents. « On est en train de le perdre !» hurla l'un des médecins. Sophia, qui était attentive à tout, sentit son cœur s'arrêter à ce cri. Sans une seconde de réflexion, profitant de la confusion alors que les médecins se précipitaient pour du matériel, elle se glissa dans le bloc opératoire avec son agilité de rue et entra dans la pièce sans être vue. L'air dans le bloc opératoire était glacial et chargé de tension. Sophia se déplaçait comme une ombre parmi les médecins affairés, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. Le son des moniteurs était assourdissant, mais elle ne pouvait se concentrer que sur le visage pâle d'Edward sur la table d'opération. Le moniteur cardiaque montrait une ligne plate, son bip continu annonçant que son cœur s'était arrêté. La petite intruse sentit son propre cœur se glacer à cette vue. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Il est en train de mourir. Cette ligne devrait bouger, son cœur s'est arrêté, pensa-t-elle désespérément. Avec l'agilité apprise dans la rue, Sophia esquiva une infirmière distraite et se fraya un chemin jusqu'à la table d'opération. Les lumières vives du bloc opératoire firent briller les larmes dans ses yeux comme des diamants alors qu'elle contemplait le visage serein d'Edward. Tout le bruit autour d'elle semblait avoir disparu, les cris des médecins, le son des machines, tout réduit à un silence assourdissant. Du plus profond de son cœur, un cri émergea, chargé de tout l'amour et du désespoir qu'un enfant peut ressentir. « Grand-père !» cria-t-elle. Le temps sembla se figer un instant. Puis, comme pour répondre à l'appel désespéré de Sophia, un faible bip retentit sur le moniteur cardiaque. Puis un autre, jusqu'à ce qu'il établisse un rythme régulier et fort. Les médecins arrêtèrent leurs actions frénétiques, regardant avec admiration les signes vitaux d'Edward se stabiliser inexplicablement.
Un silence absolu tomba sur la pièce alors que tous les regards se tournaient vers la petite silhouette à côté de la table d'opération, la jeune fille qui venait d'accomplir ce qui semblait être un miracle. Le chirurgien sortit du bloc opératoire, portant encore le masque chirurgical sur son visage. Ses mains tremblaient légèrement en poussant la porte. Son regard révélait un mélange d'émerveillement et d'admiration, chose rare pour un homme qui avait consacré 30 ans de sa vie à la médecine. Le couloir de l'hôpital, autrefois silencieux, semblait respirer à l'unisson avec la tension des personnes présentes. Les infirmières et les médecins qui passaient ralentissaient leurs pas, leurs yeux suivant le chirurgien alors qu'il s'approchait de Matthew et Sophia. Même les bruits des machines et des pas semblaient diminuer, comme si tout l'hôpital attendait ce qu'il avait à dire. Le chirurgien s'arrêta devant eux, son visage partiellement couvert par le masque, mais l'intensité de ses yeux révélait tout. Il fit un geste, cherchant les mots justes, comme si ce qu'il venait de voir était difficile à traduire en termes scientifiques. De toutes mes années de pratique, commença-t-il, enlevant lentement le masque pour révéler un visage marqué par la fatigue, je n'ai jamais rien vu de tel. Sa voix était basse, presque un murmure, mais portait un poids qui fit que tout le monde autour retint son souffle. Les autres médecins de l'équipe commencèrent à se rassembler autour de lui, chacun avec une expression tout aussi perplexe. L'un d'eux tenait encore la tablette avec les graphiques des signes vitaux, comme s'il avait besoin de vérifier à nouveau ce qui venait de se passer. Les machines ont lâché. Son cœur s'est complètement arrêté. Nous avons essayé toutes les procédures standards. C'était comme si rien ne fonctionnait, commença l'un d'eux, la voix tremblante. Il s'essuya la main sur le front, chassant la sueur froide qui s'y était formée. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le chirurgien hocha la tête en confirmation. Nous étions distraits et concentrés sur la chirurgie. La jeune fille a réussi à envahir le bloc opératoire et a vu que nous étions sur le point de perdre le patient. Au milieu de la panique, elle a crié, et c'est comme si sa voix l'avait ramenée, dit-il en faisant un léger signe de tête vers Sophia. Son expression était toujours empreinte d'émerveillement, comme s'il ne croyait pas lui-même les mots qu'il prononçait. Au moment où elle a crié, son cœur s'est simplement remis à battre, comme s'il répondait à son appel. Sa voix portait une révérence qui faisait écho à chaque mot dans le couloir. Matthew, qui jusqu'alors avait maintenu une posture rigide, s'effondra. Ses jambes, déjà affaiblies par des heures d'angoisse, cédèrent sous son poids. Il tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital, les yeux fixés sur Sophia, alors que les mots du médecin résonnaient dans son esprit. C'était comme si chaque jugement, chaque certitude qu'il avait, s'effondrait sous ses yeux. La jeune fille qu'il avait traitée avec dédain, qu'il avait expulsée de sa maison, venait de sauver la vie de son père d'une manière que même la médecine la plus avancée ne pouvait expliquer. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas vu avant? Pensa-t-il, alors que les larmes commençaient à couler sur son visage. Ses épaules tremblaient, alourdies par le poids du remords. Il regarda Sophia, qui restait debout, les yeux écarquillés, visiblement effrayée par tout ce qui se passait. « Pardonne-moi » murmura Matthew, sa voix presque inaudible mais chargée d'émotion. « Pardonne-moi pour tout. » Sophia hésita, son regard prudent étudiant l'homme agenouillé devant elle. Ses yeux, si semblables à ceux de la femme sur son pendentif, rencontrèrent les siens. Elle chercha dans son expression quelque chose, peut-être de la sincérité, peut-être un remords sincère. Pendant ces secondes de silence, tout autour sembla disparaître. Elle pouvait entendre le son étouffé de son propre battement de cœur, la respiration saccadée de Matthew, et sentait le poids du pendentif dans sa poche. C'était comme si l'objet pulsait, l'appelant presque à agir. « Je voulais juste aider » murmura Sophia, sa voix presque enfantine contrastant avec le poids du moment. « Je voulais juste qu'il aille bien. » Les mots sortirent avec difficulté, comme si chacun portait un morceau de la douleur qu'elle avait accumulée ces derniers jours. Matthew ne put contenir ses sanglots. Il étendit ses bras tremblants et attira Sophia dans une étreinte désespérée. Les larmes qui coulaient sur son visage mouillèrent les cheveux de la jeune fille alors qu'il répétait « Pardonne-moi » comme une prière. « Pardonne-moi pour tout. Pour ne pas avoir vu qui tu étais, pour ne pas t'avoir accueilli plus tôt. Tu as sauvé mon père. Tu l'as ramené quand personne d'autre ne le pouvait. » Ces mots étaient ponctués de sanglots, mais chacun portait une vérité qu'il reconnaissait maintenant avec clarté. Sophia, d'abord tendue, commença à se détendre dans l'étreinte de Matthew. Elle pouvait sentir la sincérité dans sa voix, l'urgence dans son geste. Pendant ce qui sembla une éternité, aucun d'eux ne bougea. C'était comme si tout le poids du passé s'était évanoui, remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne savaient pas encore comment définir.
Le couloir de l'hôpital était dans un silence absolu, l'équipe médicale observant la scène avec respect. C'était un moment rare, un moment où la science semblait rencontrer quelque chose de plus grand, de plus intangible. Les lumières fluorescentes baignaient le couloir d'une lueur qui semblait plus douce que d'habitude, comme si l'environnement lui-même reconnaissait l'importance de ce moment. L'un des médecins murmura à son collègue à côté de lui, « C'est incroyable comme les choses peuvent changer en si peu de temps. » Matthew se détacha finalement légèrement, tenant les épaules de Sophia pour la regarder dans les yeux. Il s'essuya le visage avec la manche de son manteau, mais ses yeux étaient toujours rouges et humides. « Tu as sauvé la vie de mon père, et moi, je t'ai si maltraité, » murmura-t-il, la voix étranglée par la culpabilité et la gratitude. Avant que Sophia ne puisse répondre, le moment fut interrompu par le bruit de la porte du bloc opératoire qui s'ouvrait de nouveau. Le léger clic de la porte fut suivi par les pas pressés et résonnants d'un médecin s'approchant du groupe. Son visage était encore couvert d'un masque chirurgical, mais ses yeux transmettaient l'urgence. L'atmosphère dans le couloir changea instantanément. L'émotion du moment fit place à la tension. Le médecin s'arrêta devant eux, sa posture rigide indiquant que la nouvelle était importante. « L'opération n'est pas terminée, » dit-il, sa voix grave et ferme. Il regarda directement Sophia, ignorant Matthew et les autres autour. « Nous avons besoin que vous restiez ici au cas où quelque chose arriverait, Sophia. » Les mots semblaient fendre l'air comme une lame, la gravité de la situation évidente dans chaque syllabe. Matthew relâcha à contre-cœur la jeune fille, ses yeux rencontrant les siens dans une supplique silencieuse. C'était comme s'il voulait lui transmettre toute la force qu'il avait, toute la foi qu'il plaçait maintenant en elle. Le lien qu'il venait de former semblait fragile, mais incassable en même temps. Sophia redressa les épaules, la détermination brillant dans son regard. Son petit corps tremblait légèrement, mais il y avait une force dans sa posture qui semblait plus grande qu'elle-même. « Je le ramènerai autant de fois qu'il le faudra », déclara-t-elle, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Elle regarda Matthew une dernière fois avant de se tourner pour suivre le médecin de retour dans le bloc opératoire. Après la chirurgie, qui s'était déroulée parfaitement bien compte tenu de l'état critique d'Edward, l'unité de soins intensifs de l'hôpital plongea dans un silence lourd pendant les premières heures du matin. Un silence rompu seulement par le bip constant des moniteurs et le doux son des respirateurs. La lumière bleuâtre et froide des machines illuminait les murs blancs, projetant des ombres longues et presque inquiétantes. Edward Val reposait dans l'un des lits, son corps connecté à divers tubes et machines qui maintenaient sa vie suspendue à un fil. L'opération avait été longue et délicate, chaque minute une bataille entre la vie et la mort qui avait laissé toute l'équipe médicale épuisée. Le visage de l'homme d'affaires autrefois expressif et imposant semblait maintenant dépourvu de toute force, partiellement couvert par le tube de ventilation qui dominait la scène. « C'est un succès, mais les prochaines heures seront cruciales », avait dit le chirurgien à l'équipe et à la famille, ces mots résonnant comme une sentence d'incertitude que personne n'osait contester. Dans le couloir, Matthew faisait les 100 pas, ses pas résonnant dans un rythme anxieux, tandis que Sophia restait assise sur un banc voisin, les mains jointes sur le médaillon qu'elle portait autour de son cou. Mais la jeune fille ne pouvait pas rester là. L'agitation et la peur la rongeaient de l'intérieur. Elle ne voulait pas, ne pouvait pas rester loin d'Edward à ce moment-là. Sans que personne ne s'en aperçoive, Sophia se glissa dans les couloirs de l'USI comme une petite ombre. Ses pieds nus ne faisaient presque aucun bruit sur le sol froid, et sa silhouette minuscule se fondait presque dans les reflets des lumières des machines. En passant devant des portes à moitié ouvertes, elle entendit les voix étouffées des médecins et des infirmières, leurs échanges chuchotés chargés d'inquiétude. Cachée derrière un paravent, elle observait l'activité frénétique et concentrée, son cœur se serrant à chaque mot qu'elle captait. C'est alors qu'elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Il a été opéré, la chirurgie s'est bien passée, mais son état est si complexe qu'il pourrait ne pas passer la nuit, murmura l'un des médecins à un collègue. Sa voix était grave, presque résignée, comme s'il avait déjà accepté le pire. Sophia se figea sur place, le son de cette phrase résonnant dans son esprit comme un écho sans fin. Ses jambes cédèrent, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Sa vision sembla s'assombrir un instant, mais même ainsi, elle se força à bouger. La jeune fille attendit que les médecins s'éloignent, son cœur battant si fort qu'elle craignait d'être entendue. D'un pas rapide et silencieux, elle se glissa dans la chambre d'Edward. L'atmosphère semblait plus froide et plus lourde que dans les couloirs, comme si la présence même de la mort rôdait dans l'ombre. L'odeur de la médecine et des antiseptiques était presque suffocante, et le son constant des respirateurs créait un rythme qui semblait compter les secondes. Sophia hésita un instant près de la porte, les yeux fixés sur l'homme allongé dans le lit.
La lumière bleuâtre des moniteurs projetait des ombres sur son visage pâle, mettant en évidence les rides qui portaient autrefois tant de vigueur. Les tubes et les fils qui sortaient de son corps semblaient fragiles et complexes, comme des toiles d'araignée qui le maintenaient suspendu entre la vie et la mort. « Je ne te laisserai pas partir. Pas maintenant que nous nous sommes enfin trouvés, » chuchota Sophia, sa voix presque inaudible, comme si elle craignait de perturber cet équilibre délicat. En s'approchant lentement, la jeune fille sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. C'était comme si chaque pas était plus difficile que le précédent, mais elle savait qu'elle devait continuer. Prudemment, elle glissa sa petite main entre les fils et les tubes jusqu'à ce qu'elle trouve la main froide d'Édouard. Ses doigts étaient immobiles, mais Sophia les serra, cherchant à transmettre une certaine chaleur, un signe de vie. C'était un geste simple, mais pour elle, cela signifiait tout. « Tu dois te battre. Tu dois rester ici avec moi, » murmura-t-elle, la voix étranglée alors que des larmes silencieuses commençaient à tomber. Sentant sa gorge se serrer, Sophia fit ce qu'elle savait faire dans les moments les plus désespérés. Elle commença à prier. « Notre Père qui es aux cieux » chuchota-t-elle, les mots sortant de manière hésitante mais remplis d'une foi qu'elle ne savait même plus avoir. La prière coula de ses lèvres, un mélange de mots anciens et de suppliques qui venaient directement de son cœur. Ses yeux larmoyants passaient du visage d'Édouard au moniteur qui enregistrait chaque battement de son cœur. Le médaillon autour de son cou semblait plus lourd que jamais. C'était comme si la photo de sa mère qui y était conservée la regardait, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle pouvait perdre à nouveau. « Je vous salue Marie, pleine de grâce » continua-t-elle, sa voix devenant plus forte alors qu'elle serrait la main d'Édouard, comme si elle voulait le lier à la vie avec sa propre force. Les larmes coulaient maintenant librement sur les draps blancs, se mêlant à la lueur des lumières du moniteur. Agenouillée à côté du lit, Sophia ne s'arrêta pas. Chaque mot était une supplique, chaque larme une tentative désespérée d'atteindre quelque chose de plus grand. « Seigneur, ne le prends pas maintenant. J'ai perdu tant de gens. Donne-moi une chance de connaître ma famille, d'avoir quelqu'un qui m'aime, un endroit à appeler chez moi, » implora-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. C'était comme si elle était seule dans un monde où tout dépendait de ce moment, de cette connexion qu'elle maintenait avec l'homme devant elle. L'horloge au mur indiquait 2 heures du matin quand quelque chose changea. Au début, c'était presque imperceptible, une légère déviation dans le schéma des bips des moniteurs cardiaques. Sophia, absorbée par ses prières, ne le remarqua pas tout de suite, mais lentement, le son devint plus fort, plus régulier. Les chiffres sur le moniteur commencèrent à se stabiliser, les graphiques montrant maintenant un rythme plus constant. C'était comme si, battement par battement, quelque chose ramenait Édouard. Quand Sophia leva enfin les yeux, elle remarqua les changements. Les moniteurs, autrefois si menaçants, semblaient maintenant plus calmes. Son cœur s'emballa en remarquant que les signes vitaux se renforçaient. C'était comme si chaque mot chuchoté, chaque larme versée avait atteint le cœur d'Édouard, réveillant une force invisible en lui. Elle serra sa main plus fermement, sentant une légère chaleur qui n'était pas là auparavant. « S'il te plaît, continue de te battre. Je suis là avec toi », chuchota Sophia, sa voix chargée d'émotion. Les yeux de la jeune fille, brillant d'un mélange de larmes et d'espoir, étaient fixés sur les moniteurs. C'était un miracle silencieux, la preuve que quelque chose au-delà de la compréhension agissait dans cette pièce. Et même si elle ne pouvait pas l'expliquer, Sophia savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Le lendemain, les premiers rayons du soleil envahirent l'USI, illuminant doucement l'environnement blanc et silencieux. Sophia, toujours agenouillée au chevet d'Édouard, gardait sa petite main entrelacée avec la sienne. Malgré les heures de veille, ses yeux s'ouvrirent légèrement en remarquant le mouvement des doigts de l'homme d'affaires. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de confirmer que ce n'était pas un rêve. « Il est vivant. Il est là avec moi », pensa-t-elle, sentant son cœur s'emballer. Les médecins entrèrent dans la chambre d'un pas rapide et coordonné. L'un d'eux, en vérifiant les moniteurs, laissa échapper une exclamation étouffée. « C'est incroyable. Non seulement il a survécu à la nuit, mais ses signes vitaux se renforcent », déclara-t-il, ajustant ses lunettes en observant les graphiques. Un autre médecin, déjà familier avec la situation, s'approcha du lit pour évaluer les réflexes. « Monsieur Val, pouvez-vous nous entendre » demanda-t-il, sa voix calme et encourageante, mais chargée d'attente. Sophia serra plus fort la main d'Édouard, son regard fixé sur son visage pâle, attendant avec anxiété le moindre signe de réponse. C'est alors qu'Édouard ouvrit les yeux, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un long rêve. Il cligna des yeux plusieurs fois, s'habituant à la luminosité qui inondait la pièce, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Sophia.
Un léger sourire commença à se former sur ses lèvres, même avec sa faiblesse évidente. Il est revenu. Il est avec moi, chuchota la jeune fille, sentant des larmes de soulagement couler sur son visage. Les médecins, après un bref échange de regards, décidèrent qu'il était sûr de retirer le tube respiratoire. Il respire par lui-même. Des signes vitaux forts et stables, annonça l'un d'eux, alors que l'équipe commençait la procédure avec la plus grande prudence. Sophia regarda tout cela, les poings serrés sur le médaillon qu'elle portait autour de son cou, son cœur battant toujours la chamade. Quand le tube fut retiré, Édouard toussa légèrement avant de prendre une profonde inspiration pour la première fois depuis des heures. Ses yeux, maintenant plus lucides, se tournèrent vers Sophia, qui le regardait toujours avec espoir et admiration. Sa voix, rauque et faible, résonna dans la pièce avec une intensité émotionnelle qui fit que tout le monde autour retint son souffle. « J'ai rêvé de Catherine. Elle m'a dit que tu es le miracle qu'elle a laissé derrière elle, dit-il. » La pièce tomba dans un silence absolu. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, sa poitrine serrée par la force de ses mots. « Catherine, tu as rêvé de ma maman ?» murmura-t-elle, croyant à peine ce qu'elle entendait. Elle se pencha plus près, son cœur battant d'un mélange de peur et d'anticipation. Édouard ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces avant de continuer. « Oui, ma petite. Ta mère, dit-il avec difficulté. » Ces mots furent comme un coup de foudre pour Sophia, qui serrait le médaillon contre sa poitrine comme si c'était son bouclier. « Ma mère s'appelait Catherine. Je l'ai lu sur le médaillon, répondit Sophia, sa voix sortant en un murmure étranglé. Mais je n'ai jamais rien su d'elle. Tout ce que j'ai, c'est ce médaillon avec son nom écrit dessus. Mais je sais que c'était ma mère parce qu'elle me ressemble beaucoup. » Elle ouvrit le petit objet, révélant la photographie usée d'une jeune femme souriante. Édouard fixa son regard sur l'image, ses yeux débordant d'émotion. « C'est elle. C'est ma Catherine. Tu es ma petite fille, » déclara-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Sophia ne savait comment réagir. Une partie d'elle voulait crier, une autre voulait pleurer, mais le moment était si surréaliste que tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer plus fort sa main. « Tu es mon grand-père » demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir et de peur. Édouard hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Ma petite, je te cherche depuis tant d'années, » confessa Édouard, sa voix lourde d'émotion. « J'ai failli à ta mère, et par conséquent, à toi. Je vais tout te raconter, car tu mérites de savoir la vérité. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration alors que ses yeux rencontraient ceux de Sophia. C'était difficile d'affronter le passé, mais il savait qu'il devait le faire. Édouard commença à parler, sa voix étranglée mais déterminée. « Catherine, ma fille, était jeune, pleine de vie et d'espoir, mais aussi têtue que son père, » dit-il, essayant de sourire, mais la douleur du souvenir rendit le geste amer. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte à la fin de son adolescence, tout s'est effondré pour moi. J'étais un homme rigide, concentré sur ma réputation et l'héritage de notre famille. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma fierté et des conventions que je suivais aveuglément. Il fit une pause, essayant de contrôler ses larmes. Sophia écoutait chaque mot attentivement, son cœur serré par le poids de la révélation. Édouard continua, je lui ai crié dessus. J'ai dit des choses terribles, des choses qu'un père ne devrait jamais dire. J'ai qualifié le père de l'enfant d'irresponsable et je l'ai blâmé pour tout. Elle a pleuré, essayant de me faire comprendre, mais j'ai refusé d'écouter. Puis, une nuit, elle est simplement partie. Elle n'a pas dit où elle allait, elle n'a pas laissé de mots. Elle a simplement disparu. Sophia cligna des yeux, traitant l'information tout en serrant le médaillon contre sa poitrine. « Elle est partie, et tu n'as pas pu la retrouver ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai essayé, ma petite. J'ai cherché partout. J'ai engagé des enquêteurs, suivi de fausses pistes, mais elles semblaient s'être volatilisées. Des années plus tard, j'ai découvert qu'elle était partie vivre avec le père de l'enfant, essayant de construire une vie loin de moi, » expliqua-t-il, sa voix chargée de regret. Il vivait dans une ville ordinaire, loin du luxe et des exigences que j'avais imposées. Catherine était déterminée à élever sa famille sans compter sur moi. Sophia déglutit difficilement. « Alors, elle était heureuse ?» demanda-t-elle, un mélange d'espoir et de tristesse. Édouard secoua lentement la tête. « Je le crois, mais je n'ai jamais eu la chance de l'entendre de sa bouche. Quand j'ai finalement réussi à retrouver où elle se trouvait, il était trop tard. Un terrible accident s'était produit. La voiture dans laquelle elle et ses parents se trouvaient a été heurtée de front. Ils sont morts sur le coup, et toi, ma petite fille,
Tu étais si petite que personne ne savait que tu étais dans la voiture jusqu'à bien plus tard. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, et ses mains commencèrent à trembler. « J'étais là ?» demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. Édouard hocha la tête, la culpabilité débordant de son expression. « Tu étais là, mais tu étais trop jeune pour comprendre. Quand l'accident s'est produit, tu as fui les lieux, effrayé et sans défense. Les équipes de secours n'ont pas pu te trouver. C'était comme si tu avais disparu avec eux. » Sophia serra le médaillon fermement. « Je ne m'en souviens pas. Je sais juste qu'un monsieur m'a trouvé errant dans la rue quand j'étais très jeune. Il m'a emmené chez lui et s'est occupé de moi pendant quelques années, mais je n'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé. Je ne connaissais le nom de ma mère que parce qu'il était sur la broche. J'ai essayé de la retrouver, mais je ne connaissais que son prénom, » dit-elle, sa voix se brisant au souvenir. « L'homme qui s'est occupé de moi était gentil, mais quand il est mort, ses fils m'ont mise à la porte. Depuis, je vis dans la rue, seul. » Les mots de Sophia frappèrent Édouard comme un coup de poing à l'estomac. Il ferma les yeux un instant, essayant d'absorber la douleur de savoir que sa petite fille, si petite et innocente, avait enduré tant de souffrances. « Tout cela est arrivé à cause de moi. Si j'avais agi différemment avec ta mère, si j'avais accepté son amour pour toi et ton père, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé, » dit-il, sa voix défaillant alors que les larmes coulaient sur son visage. Sophia le regarda, ses propres yeux brillant de larmes. « Je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir une famille. Et maintenant, tu es mon grand-père ?» demanda-t-elle, luttant encore pour comprendre l'ampleur de la révélation. Édouard hocha la tête, tendant sa main tremblante pour toucher tendrement le visage de Sophia. « Je le suis. Et Catherine, ta mère, elle était tout pour moi, même quand je ne savais pas comment le montrer. Elle t'a laissé comme le plus grand cadeau que l'on puisse me faire. Tu es le miracle qu'elle a laissé. » Sophia ne put retenir ses larmes. La douleur, le désir et le besoin d'appartenance débordèrent de sa poitrine. Elle serra fermement la main d'Édouard, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « Je voulais juste avoir une famille. Quelqu'un qui voulait vraiment de moi, » confessa-t-elle en sanglotant. Édouard l'attira dans une étreinte, ignorant la faiblesse de ses bras. « Ma petite, tu as maintenant une famille. Et je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule. Tu es ma petite fille, ma seconde chance, et je ne te faillirai plus jamais, » déclara-t-il, sa voix ferme malgré les larmes qui continuaient de tomber. Les deux restèrent ainsi, unis par une connexion que le temps et la souffrance avaient retardée, mais pas détruite. Quelques minutes plus tard, Matthew les rejoignit dans une étreinte. La chambre de l'USI, habituellement froide et impersonnelle, semblait porter la chaleur d'un foyer qui commençait à se former. Pour Sophia, pour la première fois depuis des années, il y avait de l'espoir, et pour Édouard, une nouvelle raison de vivre. Pour Matthew, une famille encore plus grande. 3 mois plus tard, l'arôme familier du chocolat embaumait l'air de la pâtisserie, un petit havre de paix au milieu de l'agitation de la ville. Les tables en bois poli reflétaient la douce lumière qui entrait par les grandes fenêtres, créant une atmosphère chaleureuse. Dans un coin de l'établissement, sur le même banc où tout avait commencé, Édouard Val et Sophia étaient assis, riant doucement en partageant une bombe au chocolat. L'expression sereine sur le visage de l'homme d'affaires et l'éclat dans les yeux de la jeune fille racontaient une histoire de réconciliation et d'espoir. Le millionnaire s'était complètement remis de sa maladie, grâce à l'amour de sa petite fille, des médecins et de son fils bien-aimé. Chaque jour semblait être une grande opportunité et une aventure pour lui, la gratitude de quelqu'un qui a eu une chance de recommencer. « Tu manges toujours ça comme si c'était le plus grand trésor du monde », commenta Édouard, regardant sa petite fille mordre délicatement dans le gâteau, mais avec un enthousiasme qui lui réchauffait le cœur. Lui-même tenait l'autre moitié de la bombe au chocolat, qui semblait plus spéciale maintenant qu'elle était partagée. « Tu sais, » continua-t-il avec un sourire nostalgique, « ta mère demandait toujours cette même bombe au chocolat. Elle disait que c'était le meilleur gâteau de l'univers. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. » Sophia le regarda avec un mélange de fierté et de curiosité. « Était-elle comme moi ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur le visage de son grand-père. Il y avait encore tant de choses qu'elle voulait savoir sur Catherine, tant de choses qu'elle souhaitait comprendre. Édouard hocha la tête, une tendresse évidente dans son regard. Énormément. Elle était têtue, déterminée, mais elle avait un cœur aussi doux que ce chocolat, dit-il en touchant doucement le gâteau qu'il tenait encore. Et elle disait toujours que les sucreries étaient une façon de célébrer la vie, même dans les moments les plus difficiles. Sophia sourit, sentant une chaleur réconfortante se propager dans sa poitrine. « Alors, je suppose que c'est de famille.
plaisanta-t-elle en léchant son doigt taché de chocolat, tout en laissant échapper un rire timide. Le son de la porte de la pâtisserie qui s'ouvrait attira leur attention. Matthew entra, tenant un dossier de documents dans une main et un sourire aux lèvres. Depuis l'incident à l'hôpital, il avait considérablement changé. Sa posture rigide et ses traces de tension avaient été remplacées par une légèreté que Sophia n'avait jamais vue auparavant. Il s'approcha prudemment, posant les papiers sur la table. « J'apporte de bonnes nouvelles », annonça-t-il en regardant Edward, puis Sophia. Les résultats ADN ont confirmé ce que nous savions déjà. Sophia est officiellement une Val. Il ouvrit le dossier, montrant le document qui officialisait légalement la relation de Sophia comme petite-fille d'Edward et nièce de Matthew. Maintenant, c'est officiel. Tu fais partie de la famille, sur le papier, dans le sang et dans le cœur. Sophia regarda les papiers avec de grands yeux, les mots dansant dans son esprit alors qu'elle essayait d'absorber ce que cela signifiait. « Est-ce que ça veut dire que j'ai vraiment une famille maintenant » demanda-t-elle, presque incapable de le croire. « Oui, ma petite » répondit Edward, sa voix chargée d'émotion alors qu'il posait sa main sur la sienne. « Tu l'as toujours été. Seulement, maintenant, plus rien ne peut nous séparer. Tu es une Val, de toutes les manières possibles. » Les yeux de Sophia brillèrent de larmes non versées alors qu'elle se jetait dans les bras de son grand-père, le serrant de toutes les forces de son petit corps. « Merci, merci de ne pas avoir renoncé à moi » chuchota-t-elle, ses mots étouffés contre le manteau d'Edward. « Ah, ma petite, dit Edward, l'embrassant avec tendresse, c'est nous qui devrions te remercier de n'avoir jamais renoncé à la vie, même quand tout semblait perdu. » Matthew, observant la scène discrètement, s'essuya les yeux avant de tirer une chaise pour les rejoindre. « Eh bien, je pense que cela mérite une célébration, dit-il en faisant signe à la serveuse. Plus de bombes au chocolat pour tout le monde. Aujourd'hui est un jour spécial. Les trois rirent, la légèreté dans l'air palpable. Quand les gâteaux arrivèrent, Sophia sourit en réalisant que, pour la première fois, elle était entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement. Ce n'était plus un rêve lointain, c'était sa nouvelle réalité. En mordant dans une autre bombe au chocolat, elle regarda Edward et Matthew, se sentant complète d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Parfois, il faut perdre un gâteau pour gagner une famille entière, plaisanta Edward, brisant le silence avec sa douce voix pleine de sagesse, se souvenant de la jeune fille qui lui avait volé un gâteau. Il serra Sophia fort contre lui, un geste qui parlait plus fort que 1000 mots. Sophia rit, essuyant les larmes qui coulaient sur son visage. « Je pense que cette bombe au chocolat en valait la peine », répondit-elle en posant sa tête sur l'épaule de son grand-père. Le son des rires résonna dans la pâtisserie, enveloppant l'atmosphère d'une aura de joie qui contrastait avec le tumulte et la douleur qu'ils avaient affrontés des mois auparavant. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, baignant la scène d'une lueur dorée, presque comme une bénédiction silencieuse. Edward, Sophia et Matthew étaient assis ensemble, mangeant et conversant comme une famille qui était toujours destinée à se retrouver. Pour Sophia, chaque bouchée du gâteau était plus qu'un simple goût, c'était un symbole qu'elle avait trouvé sa place, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible en vivant dans la rue. Elle n'était plus la fille seule avec un médaillon et des souvenirs flous. Maintenant, elle faisait partie de quelque chose de plus grand, d'une famille. « Tu sais, grand-père », dit Sophia avec un sourire malicieux en prenant une autre bouchée de la bombe au chocolat, « tu as peut-être perdu ce gâteau ce jour-là, mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. » Ses yeux brillaient, reflétant la lumière du jour et un bonheur retrouvé. « Parce que sans ça, je ne t'aurais jamais trouvé. » Edward lui serra la main, les yeux humides mais remplis d'amour et de fierté. « Ma petite, non seulement tu nous as trouvés, mais tu nous as aussi sauvés. Tu as ramené quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, l'espoir et l'amour. » Il l'attira dans une étreinte, sentant la chaleur de cette connexion qu'il avait si souvent rêvé d'avoir. Matthew, les regardant tous les deux, ne put s'empêcher de sourire. « Je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que nous avons gagné plus qu'une petite fille et une nièce, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Nous avons gagné une nouvelle chance d'être meilleurs, de chérir ce qui compte vraiment. » Et ainsi, au milieu des rires, des gâteaux et des mots sincères, la pâtisserie devint un symbole de la renaissance de la famille Val. Ils avaient affronté la douleur du passé et en étaient sortis plus forts, unis par un amour qui transcendait le temps, les erreurs et les pertes. Là, à ce moment-là, ils savaient que l'avenir serait construit avec amour, résilience, bien sûr, de nombreuses bombes au chocolat partagées. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.
Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires passionnantes presque tous les jours. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Nous sommes immensément reconnaissants de vous avoir parmi nous. Vous pouvez maintenant cliquer sur les liens qui apparaissent à l'écran en ce moment. Nous avons une sélection spéciale rien que pour vous, pleine d'histoires précieuses et de divertissements garantis. À tout de suite.